Bonsoir à tous, merci d'être là. On va s'intéresser aujourd'hui à une problématique qui est un petit peu sur le chemin de notre recherche sur le design whisker avec Cynthia Fleury dans le cadre de ce séminaire. Alors on a le plaisir d'avoir à côté de nous Anthony Mazur que je vais laisser se présenter, il le fera mieux que moi. Pourquoi on s'intéresse aussi à ces questions? Pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être le lien, on l'avait vu notamment dans toute la partie historiographie entre le design et le capitalisme industriel qui était très fort avec une espèce de négociation permanente. Cette négociation, elle s'est un petit peu effacée avec l'arrivée du capitalisme financier pour le design et elle nous semble revenir un peu en force avec cette idée du numérique, et c'est quelque chose qu'on a envie aussi de questionner. La deuxième raison, c'était le fait qu'on vienne du design industriel et qui fait qu'on a vu depuis 20 ans arriver petit à petit la technologie numérique dans les objets avec une intégration qui s'est faite finalement de façon j'allais dire assez discontinue, c'est-à-dire qu'on a des projets où la demande est extrêmement forte dans ce type d'intégration et puis d'autres où c'est un petit peu une espèce de scotch ou de sparadrap qu'on va essayer de mettre sur les objets. Et puis peut-être aussi pour questionner, après une période un peu folle de rêve d'ubérisation totale de tous les éléments de conception liés au design, nous, des demandes qu'on a aujourd'hui qui sont plutôt de dédigitalisation, c'est-à-dire de voir comment on peut arriver à recréer des expériences qui tiennent la route, mais qui tiennent la route humainement, c'est-à-dire où on ne fait pas une confiance aveugle à l'outil numérique comme pouvant régler toutes les problématiques. Et puis enfin, une dernière qui nous questionne aussi, qui est, vous connaissez peut-être le concept du design universel, qui est arrivé plutôt avec l'objet en se disant qu'en traitant des objets et des usages pour les plus vulnérables, on allait trouver des solutions qui allaient être valables pour tous. Et il nous semble que dans cet univers, c'est un petit peu le contraire qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le design universel lié au numérique est plutôt un design qui met de côté éventuellement les usagers qui sont les plus vulnérables et pas tellement qui donne une approche, j'allais dire, très universelle dans le sens humaniste. Comment va se passer la séance? Un peu comme d'habitude, je vais laisser la parole longuement à Anthony et puis après on essayera de se faire une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à prendre des petites notes sur les interrogations que vous auriez sur la présentation. Merci Antoine, je te remercie toi déjà, l'invitation, Leïla et Diana que j'oublie pas, qui travaillent avec toi aussi sur ce cycle, et Cynthia Fleury qui ne peut pas être là ce soir, que je remercie également, et merci au CNAM de nous accueillir. Pour me présenter, donc, je suis Anthony Mazur, je suis actuellement maître de conférence en design à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je travaille essentiellement sur les technologies numériques, les enjeux liés au design et aussi pas mal sur le design graphique. Et pour ce qui nous intéresse ce soir, de près ou de loin, actuellement, je m'intéresse, disons, à un certain nombre de technologies émergentes, mais en fait déjà vieilles pour beaucoup d'entre elles, à savoir blockchain, intelligence artificielle et assistants vocaux dans leur relation au design. Alors évidemment, c'est des technologie dont on entend beaucoup parler dans les médias. Il y a un vacarme un peu assourdissant parfois, mais finalement, quand on regarde de près dans les écoles de design, il n'y a pas tant de travaux que ça ou de recherches qui sont menées sérieusement autour de ces technologies. Donc j'en dirai quelques mots pour certaines d'entre elles de ma présentation. Quand Antoine m'a proposé une invitation, le thème était assez ouvert. J'avais envie de revenir sur donc cette notion d'attention qui va nous servir de fil conducteur ce soir et du coup qui me semble intéressante à interroger par rapport à la thématique générale sur design et care. Alors je vous fais déjà le résumé de toute la conférence, comme ça voilà, vous aurez déjà l'introduction et la conclusion avant que je fasse le reste. Alors déjà, Antoine m'a demandé de le faire, comme je ne sais pas exactement à qui je m'adresse et que le public est peut-être large, je voulais peut-être rappeler des fondamentaux, peut-être c'est pour rien, vous me pardonnerez, mais je voulais quand même le faire. De quoi on parle quand on parle de design, pour le dire
très rapidement et avec beaucoup de raccourcis sans doute, ça va être en 2 slides. Ça désigne un champ très large. Alors je préfère parler de design 2, enfin en tout cas par fidélité à l'approche anglo-saxonne, donc design graphique, donc ça peut être des médias imprimés, des médias évidemment visibles sur écran, design d'objets, on dit aussi design produit, je préfère design d'objets. Design de mode, design textile évidemment qui peut aller avec, design d'interface, alors on sera plutôt sur ce champ-là ce soir, et design de service. En fait on sera un peu entre les deux, entre design d'interface et design de service dans ce qui va nous intéresser. Donc voilà, on peut aussi design d'espace évidemment, je n'oublie pas. Donc voilà, grosso modo c'est l'ensemble de l'environnement humain qui peut faire l'objet de conception. Alors une définition cette fois plus personnelle que j'ai extraite d'un essai que j'ai publié il y a 2 ans. Alors assez polémique peut-être, vous ne serez pas d'accord avec cette définition, mais je vous la donne, ça pourra donner lieu peut-être à discussion. Selon moi, alors une définition commune du design, c'est de dire ok, on va répondre à une fonction, répondre à un besoin, s'intéresser à ce que les gens veulent. Pour moi, c'est pas qu'elle est fausse, mais il me semble qu'elle est vraiment très limitée et que c'est à vrai dire pas ça qui va nous intéresser dans le design. Pour moi, c'est plutôt ce qui va au-delà. Alors, certes, si ça répond à rien, si ça ne résout rien, bon, ça pose quand même problème. Mais si ça fait que ça, à vrai dire, il n'y a pas besoin de designer. On peut très bien s'asseoir sur à peu près n'importe quoi qui n'a pas fait l'objet d'un travail de design et ça va bien répondre à la fonction. C'est pour ça que je préfère parler alors de façon au risque de l'abstraction et peut-être assez confus, mais je vous l'expliquerai après, de cette notion de cheminement, donc de cheminer dans les qualités formelles, structurelles et fonctionnelles de nos environnements, donc de prendre le design comme une recherche, comme une aventure, comme une occasion de déplacer des habitudes et des attendus qui lui sont imposés ou que le design s'impose à lui-même. Donc cette notion de recherche, de cheminement m'intéresse beaucoup, d'où le titre de mon intervention, vers un design à sens unique, qui est à peu près l'opposé du coup du cheminement. Si vous avez un sens unique, vous ne pouvez pas trop vous aventurer dans beaucoup d'endroits, à savoir l'hypothèse que ce capitalisme cognitif que je prendrai le temps de situer historiquement et de définir, est-ce que finalement il n'y a pas un risque pour le design de perdre ce cheminement, cette recherche qui pour moi est fondamentale, ou même sa dimension politique, polémique, et d'arriver vers quelque chose de tout à fait normé et à vrai dire du coup peut-être très puissant économiquement, mais du coup le revers de ça c'est que ce serait humainement désastreux et surtout à peu près inintéressant en termes de création. Donc on va explorer ces 2 directions possibles. Vous avez compris du coup laquelle je préfère. Alors voilà, c'est ce que je viens de raconter. Donc je vais passer voilà, donc de dire que si le design du coup on peut le comprendre comme une activation d'une pluralité de possibles. Alors, pour essayer de reformuler, c'est un petit peu compliqué. Ici, je m'appuie sur les écrits du philosophe des techniques Pierre-Damien Huyghe, qui du coup voit dans l'art, le design et l'architecture une connexion possible, au sens où ces 3 champs auraient comme point commun de travailler les techniques dans des directions qui ne sont pas attendues immédiatement. Autrement dit, que ce soit la technique photographique ou à peu près n'importe laquelle, ou l'informatique aujourd'hui, arrive dans le monde. Voilà, il y a un certain nombre d'inventions, de poussées techniques qui s'opèrent, et il y a une sorte peut-être de fatalité ou de premier moment, alors qui parfois n'est jamais d'ailleurs dépassé, où la technique se trouve prise dans des faisceaux d'économie qui l'empêchent de se développer dans d'autres directions. Et donc ce travail second, qui arrive dans un second temps, que Pierre-Damien Huyghe appelle découverte, ne peut se faire qu'en allant à l'encontre de cette économie des techniques, et c'est précisément là que, selon lui, peuvent intervenir du coup des artistes, designers ou architectes qui vont du coup opérer ou activer cette pluralité. Et donc si cette activation n'est pas faite, on resterait du coup dans cette impasse ou dans ce sens unique que je développais juste auparavant. On verra beaucoup d'exemples de sens unique ce soir, et j'espère en conclusion quelques ouvertures. Alors comment on va procéder pour ce soir? La méthodologie, parce que effectivement c'est des choses qui font beaucoup débat en design. Quelle méthodologie on applique? Est-ce que le design doit avoir ses propres méthodologies? Est-ce qu'on doit appliquer des méthodologies de sciences humaines, de sciences dures, mélanger tout ça, ou alors juste peut-être avancer sans méthodologie, en tout cas ne pas l'énoncer. Alors bon, je vais essayer d'énoncer comment je vais travailler ce soir et comment je travaille d'habitude, à vrai dire. J'essaie de confronter donc des productions, des objets technologiques, objets au sens large, ça peut être une interface, aux discours qui les entourent, que ce soit des discours des concepteurs, de médias qui relayent ces technologies ou autres, donc de situer historiquement ces discours, de les confronter
aux usages et aux pratiques que les gens en font. Ça, c'est extrêmement important en design, évidemment, que l'objet échappe, et d'ailleurs c'est la beauté de ce champ, l'objet, dès qu'il est produit, échappe à ce que les concepteurs veulent que les gens en fassent. Donc c'est la différence entre l'usage et la pratique, ou entre le mode d'emploi et la pratique étant du coup quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, on peut pratiquer des objets dans des directions tout à fait insoupçonnées par les concepteurs, ce qui parfois d'ailleurs les désole, et de confronter, donc, alors il y a déjà 2 champs, donc 3 champs même, les objets, les discours qui les entourent, les usages et les pratiques, et du coup je rajoute encore 2 strates, des textes, disons, j'ai mis des guillemets ici, tradition de la pensée occidentale, donc ça va aller chercher dans les sciences humaines, la philosophie ou philotechnique, et puis un champ plus contemporain au niveau théorique, qui sont un espèce de dérivé des cultural studies, qui sont les software studies, en français études logicielles, en tout cas j'ai pas trouvé de meilleure traduction, qui est un champ interdisciplinaire qui a émergé, disons, au début des années 2000 aux États-Unis, sous l'impulsion notamment de l'artiste et informaticien Lev Manovich, et du coup qui vise à interroger les logiciels comme des objets culturels qui du coup peuvent faire l'objet de critiques de la même façon qu'un film, qu'un livre, qu'une pièce de théâtre ou qu'une œuvre d'art puisse faire l'objet. Donc c'est de ne pas regarder les logiciels du point de vue de l'efficacité ou de ce que ça produit en termes de fonction, mais du coup d'avoir une approche beaucoup plus ouverte. Et un ouvrage clé de Lev Manovich, que je vous recommande, c'est Le langage des nouveaux médias, où du coup, de façon assez iconoclaste, Manovich fait un lien direct entre le cinéma et l'informatique, qui sont 2 champs qu'on n'aurait pas tendance à rapprocher spontanément, et montre comment c'est poreux entre les deux. Donc du coup, on abordera tout ça ce soir. Alors les exemples qu'on va aborder, donc je suis toujours dans le résumé. On va commencer par s'intéresser à la cybernétique et la balistique. Donc, à vrai dire, j'ai fait un plan à peu près chronologique, pour faire simple. Donc, on sera ici dans les années 1940-1950, un petit peu plus peut-être. Ensuite, on s'intéressera aux premiers ordinateurs interface graphique. Et puis, voilà, la majeure partie de mon intervention, parce que c'est peut-être là que se posent de façon plus prégnante des peurs, des craintes et beaucoup de choses autour de l'attention. Ce seront des objets plus récents, donc c'est terminaux mobiles, surtout téléphone, mais pas seulement, et du coup le champ des applications numériques. Alors, ces recherches autour de l'attention s'appuient dans mon travail sur disons plusieurs travaux que je développe depuis quelques années. Ça, je pense, commencer avec ce que vous avez sous les yeux, une intervention au colloque de Cerisy à l'invitation du théoricien des médias Yves Citon, qui avait du coup initié un colloque autour, le titre était Archéologie des médias et économie de l'attention, donc un espèce de croisement entre du coup son intérêt sur les notions d'attention et également de l'archéologie des médias, qui est un champ, alors comment le définir, qui ne va pas chercher à aborder les technologies numériques sous l'angle d'un progrès technique. Tout au contraire, ça vise comme le faire un archéologue, à faire remonter des strates qui peuvent parfois être plus récentes que des choses qu'on croyait nouvelles. Donc de casser la temporalité et l'illusion du progrès, et de montrer comment des choses en apparence plus anciennes historiquement peuvent être beaucoup plus avancées que des choses qu'on a aujourd'hui. Et donc du coup l'idée c'était de réinterroger ces craintes autour de l'attention en allant chercher dans ces différentes strates temporelles et théoriques de quoi renouveler nos approches parfois un peu simplistes. Et donc j'ai proposé avec Pia Pandelakis, avec qui je travaille à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, on s'était intéressé au cas des notifications, donc ces petits, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ces signaux visuels ou sonores sur le téléphone, et d'essayer de voir d'où ça pouvait venir, par exemple au Moyen-Âge, mais bon, je ne vais pas raconter ça parce que c'est une partie de tout à l'heure. Donc j'avance, ça fait l'objet d'ailleurs d'un article qui est récemment paru dans un ouvrage collectif, Écologie de l'attention et archéologie des médias. Voilà, c'est les actes du colloque. Pia Pandelakis, voilà, on travaille beaucoup ensemble, s'était intéressé à l'article, c'est quand l'universitaire ça nous désole, on écrit des choses et ça apparaît 3 ans après, donc alors ça peut paraître pas beaucoup dans l'absolu sur l'échelle de l'humanité, mais dans le cas des technologies numériques, quand vous écrivez sur les notifications, les IA ou la blockchain, quand ça apparaît 3 ans après, ça pose comme un vrai problème, vu que du coup ça prend un tour tout de suite très archéologique. Là c'est le cas, c'est un article que Pia avait écrit sur les livreurs à vélo, donc les Deliveroo, etc., et montrer comment ces applications opéraient un quadrillage du réel et une invisibilisation des travailleurs. Alors aujourd'hui, ça a été vraiment relayé dans les médias, mais voilà, il se trouve que c'était
une des premières personnes à voir ça, mais l'article étant paru bien après la presse, le caractère de nouveauté théorique s'est un peu estompé. Alors c'est pour ça, du coup, comme on se désole de ces publications, on est designer, donc on peut quand même inventer d'autres choses pour faire de la recherche, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on s'est dit, si c'est trop long de publier dans des revues, on va faire autre chose, on va être plus proche du temps réel. Et donc on s'est dit, on va monter un podcast audio, et du coup, là, c'est déjà plus agréable parce que vous avez, alors c'était pas diffusé en direct, mais bon, une semaine, 2 semaines après, grand max, les recherches étaient en ligne. On a fait ça sur une radio libre, radio éphémère à Toulouse, et on a fait 6 épisodes. On a dû arrêter parce que malheureusement on n'avait plus le temps. Je donne la liste, c'est pas sans rapport, loin de là, avec ce soir. Donc on a traité de déconnexion, d'assistants personnels, de domotique, de rencontres en ligne, de voitures et de miniaturisation et de maximisation. Et donc c'est des émissions d'1 heure où on mélangeait du coup cinéma, lecture, etc. Les questions d'attention pour moi se sont précisées vraiment avec ce que vous avez sous les yeux, à savoir une invitation du journaliste Hubert Guillot qui travaille à la FING, donc la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est une structure de R&D qui travaille avec beaucoup d'entreprises et qui du coup organise ce qu'ils appellent des expéditions, disons des séquences thématiques, et Hubert Guillot m'a proposé de rejoindre l'équipe pour travailler sur l'attention à partir de 2017, donc d'aller voir si en opérant ce qu'il appelait un rétro-design, donc une rétro-ingénierie, donc de déconstruire les interfaces qu'on nous propose, nous, simples utilisateurs ou consommateurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux comprendre la façon dont elles opèrent sur nous ? Effectivement, les sociologues s'intéressent beaucoup aux pratiques. Ils regardent comment les gens font avec les interfaces, mais malheureusement, l'expertise est moins souvent sur les enjeux de conception, à savoir, de regarder quelle est la police, quel est l'emplacement des boutons, quelle est la grille de mise en page, quel est même les langages de programmation qui permettent à ces objets de fonctionner. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas reconstruire le cahier des charges initial en ayant l'objet finalisé sous les yeux ? Et une fois que ce cahier des charges serait énoncé dans les grandes lignes, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire le chemin inverse et reconstruire des applications qui soient plus soutenables sur un plan intentionnel. Donc c'est cette vaste mission qu'on s'est donnée durant 1 an et demi, 2 ans, et je vous livrerai en conclusion les pistes de ces recherches. Alors, après cette longue introduction, on va commencer. Donc, ancrage historique, je voulais commencer par la cybernétique, un champ dont tout le monde connaît sans doute le nom, mais peut-être moins les enjeux plus précis. Alors j'aurai dans chaque sous-partie du coup des mini-résumés, donc ici je vous le donne. La cybernétique m'intéressait en tant qu'elle assimile le fonctionnement des êtres humains, en tout cas, c'est même paradoxal, qu'elle fait des êtres vivants des choses qui fonctionnent. Ce serait peut-être plus précis dit comme ça. Pour la cybernétique, il n'y a pas de différence fondamentale finalement entre un être humain, un animal et une machine. Et du coup, alors c'est vraiment compliqué la cybernétique, mais en tout cas une certaine cybernétique comportementaliste. Je fais l'hypothèse qu'elle serait encore aujourd'hui à la base de l'informatique personnelle et que du coup, on ne pourrait pas comprendre, si on fait le chemin inverse, les applications qui viennent de l'informatique personnelle, qui viennent de la cybernétique, si on ne comprend pas, du coup, ces textes cybernétiques. L'auteur le plus connu est vous connaissez sans doute Norbert Wiener, mathématicien, informaticien, qui du coup dans son ouvrage clé, donc la cybernétique, information et régulation dans le vivant et la machine, je pense que le titre est assez explicite, cherchait à l'époque à établir une théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. Donc cette notion de commande va être très importante dans les applications. Les applications, qu'est-ce que c'est pour beaucoup d'entre elles, finalement, c'est juste une sorte de télécommande, une télécommande puissante. Vous commandez une pizza ou autre chose depuis votre téléphone. Et du coup, pour la cybernétique, il y a cette notion de, alors ça, j'aurais pas le temps de le développer aujourd'hui, mais de boîte noire qui est vraiment très importante, à savoir que l'ordinateur va être assimilé à une boîte noire de la même façon que le cerveau humain. Le cerveau humain est très compliqué, c'est à peu près, même si les neuroscientifiques s'y essayent avec ardeur, à peu près impossible à comprendre. Finalement, c'est pas très grave, il suffit juste de regarder ce qui sort et ce qui rentre, et ce qui se passe entre les deux, n'a pas grande importance si on peut établir des liens de causalité entre les inputs et les outputs. Donc on fait rentrer une information, on regarde ce qui sort, et si la personne réagit comme on veut, on a atteint notre objectif. On verra que ces stratégies sont vraiment, je simplifie, mais sont vraiment très, très, très utiles, en tout cas très puissantes
dans les applications qui vont chercher à avoir de la prise sur nos capacités psychiques, ou voire même sur nos vulnérabilités psychiques. Un exemple que je trouve intéressant, assez surprenant avec le recul, c'est celui-là donc du designer Stafford Beer, donc une salle des opérations qui a été prototypée et activée en partie, hein, ça n'a pas vraiment fonctionné, au Chili. Donc c'est une cybernétique socialiste, ce qui est assez surprenant. On pourrait croire que la cybernétique c'est du côté de partis plus à droite, mais là non, c'est tout à fait l'inverse. Et donc l'idée était d'établir une espèce de salle de contrôle qui permettait d'avoir une vue en temps réel des activités du pays, activités notamment économiques ou de gestion des stocks. Et là, on est vraiment dans la salle du pilotage. On a une salle de contrôle, du coup, avec quelque chose qui est complètement asymétrique, un petit nombre de personnes qui peut piloter, avoir la vue globale, et évidemment la population générale qui elle, du pays, qui n'aura pas accès à cette synthèse visuelle ou intellectuelle. Si l'histoire vous intéresse, voilà, je vous mentionne ce petit livre paru aux éditions B2 il y a 2 ans sur ce projet-là. Voilà, donc Stafford Beer donc s'appuie sur effectivement les théories de Norbert Wiener et du coup il a travaillé avec un designer dont le nom peut-être vous sera familier, Guy Bion-Siepé, un ancien de l'école d'Ulm. Donc là c'est intéressant aussi de voir l'école d'Ulm qui du coup était une école, disons, qui s'établit dans un modèle à la fois similaire et distancé au Bauhaus, qui s'établit en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et qui du coup en quelque sorte préfigure des recherches autour de la rationalisation du visible. Alors on ne parle pas encore de design d'interface évidemment à cette époque-là, mais en tout cas disons dans une optique archéologique, si vous vous intéressez aux interfaces, ça peut vraiment être très intéressant d'aller voir ce qui s'est passé à l'école d'Ulm dans les années 1960. Ici, voilà un schéma, un plan plutôt de la salle des opérations. Et voilà des images qui peuvent ressembler à des choses qu'on voit aujourd'hui. On pourrait qualifier, aujourd'hui on dirait, c'est de la data vis, mais évidemment à l'époque on n'employait pas du tout ce vocabulaire. Alors, la cybernétique, pourquoi ça m'intéresse? Pas juste pour faire un cours d'histoire, hein, ça c'est pas trop mon truc. Ça m'intéresse parce que ça préfigure du coup cette notion d'utilisateur. Parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, voilà, il faut redonner du pouvoir aux utilisateurs, il faut que l'utilisateur reprenne le contrôle. Ça peut être en partie vrai, mais j'ai envie avec vous ce soir d'aller plus loin et de dire, en fait non, le problème c'est pas de redonner du contrôle aux utilisateurs, enfin c'est pas seulement ça, ce serait plutôt d'interroger cette notion même d'utilisateur. Donc d'en faire la critique. Voilà, c'est le résumé que j'ai mis ici. Donc les problèmes d'attention qu'on rencontre aujourd'hui, donc du coup, seraient peut-être moins liés au téléphone ou aux applications qu'aux conséquences de cette notion d'utilisateur. Et donc, ça peut être intéressant pour nous d'aller voir d'où ça vient historiquement. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'utilisateur dans le contexte informatique? Alors, ça recoupe des enjeux plus larges sur le design, à savoir, est-ce que le design a pour seul objectif ou pour seule finalité de produire des objets utiles? Est-ce que c'est que ça? Il me semble que non. On peut très bien produire des objets utiles dans le monde sans que ça fasse l'objet d'un travail de design. Et des objets même très utiles, mais qui, pour cette raison-là, peuvent aussi être très dangereux sur un plan humain. Est-ce que finalement l'être humain n'est qu'une entité qui fait que fonctionner, qui n'est que dans l'utilité, ou est-ce qu'il n'y a pas bien d'autres aspects, bien d'autres choses dans l'existence humaine que cette utilité auxquelles il faudrait s'intéresser? Là, il me semble qu'on est peut-être... pour en discuter avec Antoine, mais dans des enjeux où on est proche du care, à savoir est-ce que le care c'est pas précisément ce qui échappe à cette notion d'utilité, et qui pourtant, si on n'est pas là-dedans, on devient du coup ce que Wilhelm Flusser, là je vous ai ramené un livre de ce philosophe, j'aurais malheureusement pas le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, appelle les fonctionnaires au sens de Hannah Arendt, à savoir est-ce qu'on ne peut pas devenir des entités qui ne feraient qu'obéir à des règles, qui seraient dans le pur fonctionnement. On a vu ce que ça a donné. Flusser commence son livre par Auschwitz, qui pour lui est l'aboutissement du programme occidental, à savoir un événement qui du coup met en scène l'objectification de l'homme par lui-même. Donc voilà, je prends l'exemple vraiment extrême, mais du coup, voilà, on voit bien que si on reste dans cette notion d'utilité, on a ce risque d'être dans un pur fonctionnement où l'être humain s'oublie lui-même dans son humanité.
Alors, on voit des choses peut-être plus joyeuses. Donc, un des premiers ordinateurs à interface graphique, c'est celui-là, le Xerox Star de 1981, qui possède une interface WYSIWYG, What you see is what you get, en français, ce que vous voyez et ce que vous obtenez à l'écran. Vous connaissez ça par cœur. En grosso modo, voilà, vous ouvrez Microsoft Word, vous tapez un texte, vous mettez en gras. Le texte apparaît en gras à l'écran. Donc vous avez une adéquation entre ce qui est visible pour vous et ce qui s'opère dans la machine, et ce qui sera, si vous imprimez le texte, il restera en gras. Donc c'est l'inverse de ce que vous aviez auparavant, qui étaient les interfaces à ligne de commande, où du coup vous n'aviez pas ces menus, ces icônes, ces fenêtres, etc. Ce paradigme du bureau, donc qui s'invente un petit peu avant, plutôt à la fin des années 60, 70 plutôt, enfin 60-70, finalement c'est le paradigme qui est encore dominant aujourd'hui. Voilà, on dit que l'informatique c'est un champ où il y a beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations. Là finalement, après de 40 ans, là, on est à peu près là-dedans, même sur téléphone, hein, vous avez toujours des menus, des icônes, vous cliquez dessus et ça marche à peu près comme ça. Donc on est toujours dans ce paradigme dominant du bureau. Alors peut-être qu'on arrive dans autre chose, j'en parlerai tout à l'heure, malgré tout, notamment avec les interfaces vocales ou les puces neuronales. Dans ces deux champs-là, peut-être que là on commence à en sortir. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose, mais en tout cas le paradigme dominant reste le WIMP, donc Windows, icône, menu et pointeur. On est quand même encore là-dedans. Je vous montre quelques exemples, j'aime bien ces images. Voilà, la métaphore du bureau ici est assez claire. Donc, par adéquation au champ économique dominant, au champ de la bureautique, c'est le champ des secrétaires, hein, masculin ou féminin, mais quand même surtout féminin. Enfin, en tout cas, quand on lit les textes, c'est assez clair. De dire, on va créer un environnement familier pour les personnes qui se servent de ces ordinateurs, qui vont leur rappeler leur bureau physique avec leur tas de papier, leur corbeille, etc. C'est ce qu'on appelle la métaphore du bureau. Alors, un petit extrait du coup de ces textes, je les trouve assez passionnants, de certains concepteurs du Xerox Star, qui du coup s'en expliquent assez peu de temps après la création. Je vais vous lire la citation. La description de la tâche actuelle avec sa répartition des objets et des méthodes d'information actuellement employées. Donc là, je m'arrête un petit peu là-dessus. On voit déjà que pour eux, ce qui importe, c'est de résoudre des tâches. C'est pas du tout de faire un objet qui peut créer d'autres choses ou être inventif. C'est du coup d'être dans l'optimisation des tâches que les personnes ont avant même ces machines-là. Donc de résoudre des tâches qui préexistent aux ordinateurs. Donc les tâches, voilà, offrent un point de départ pour la définition d'un ensemble équivalent d'objets et de méthodes. Donc de trouver une symétrie entre ce qui préexistait aux ordinateurs et ce que vont être les premiers ordinateurs, disons personnels ou quasiment personnels. L'idée derrière cette phase de conception est de construire un nouvel environnement de tâches pour l'utilisateur dans lequel il puisse travailler pour atteindre les mêmes objectifs qu'avant, désormais entouré d'un ensemble différent d'objets et en employant des nouvelles méthodes. Donc là on voit quand même une tension, on dit ok, on veut que ce soit pareil, mais on veut que ce soit quand même un peu différent. Une espèce de tension entre cet environnement qui évidemment ne fonctionne pas du tout pareil, hein, qui est basé sur du calcul et de l'automatisation, et quand même cette volonté de l'inscrire dans un passé, dans des habitudes des utilisateurs. D'ailleurs il y a ce mot utilisateur qui apparaît dans le texte. Alors, en synthèse, donc on présuppose que l'utilisateur continue à faire la même chose qu'avant. Voilà, je sais pas, trier, faire ses comptes, écrire des textes, etc. Donc évidemment, donc on va retrouver ces éléments familiers, donc le bureau, la corbeille. Et du coup, voilà, le troisième point m'intéressera davantage que les deux premiers. L'utilisateur va devenir une fiction nécessaire au processus de conception. Une fiction au sens où finalement il est toujours listé de façon générique. On ne sait pas dans les textes de l'époque qu'est-ce que recoupe exactement cette notion d'utilisateur, mais on voit que c'est absolument central. Si on fait sauter cette notion-là, la conception ne tient plus. Il n'y a plus de scénario possible d'utilisation. Évidemment, s'il n'y a plus d'utilisateur, il n'y a plus d'utilisation possible. Alors pourquoi je m'arrête un peu là-dessus, et là peut-être qu'on se rapproche de certains enjeux liés au care. Déjà, en français, masculin et singulier sont problématiques. De qui on parle? En général, quand on ne sait pas de qui on parle, c'est qu'on parle de nous-mêmes. Nous-mêmes, en tant que concepteurs, c'est souvent des personnes qui sont dominantes en termes de classe sociale et de pouvoir économique. Donc fiction du sujet universel, c'est le deuxième point. Si on ne sait pas de qui on parle, ça va être une personne consciente, blanche, valide, etc. et souvent masculine.
Donc on prend le risque de passer à côté de tout un tas de personnes qui ne vont pas rentrer dans ce schéma-là. C'est ce que Antoine disait juste avant sur le sujet universel. Cette fiction du sujet universel, il me semble qu'on la retrouve évidemment dans cette notion d'utilisateur sous sa forme abstraite. Du coup, on va avoir ce que je propose d'appeler une modélisation des existences qui du coup va à l'encontre du fait que la population est évidemment beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante, et donc ça va à l'encontre des singularités et de la notion de situation ou de personnes situées ou de théories situées. Qu'est-ce que ça implique d'autre? Ça implique évidemment une dissymétrie qui ne fera que se creuser entre ceux qui conçoivent, donc les designers ou ingénieurs, et ceux et celles qui ne peuvent être que dans l'usage. Autrement dit, nous, simples utilisateurs, voire simples consommateurs. C'est ce que déjà Simondon, le philosophe des techniques, dénonçait dès les années 1940, à savoir cet écart entre les personnes qui conçoivent et les personnes qui reçoivent. On n'en est malheureusement pas sorti dans les applications, ça n'a fait que s'empirer. Du coup, quid du care, j'ai rajouté ce mot-là, si du coup cette dissymétrie se creuse et si on tombe dans cette idée de sujet universel. On verra, j'espère, quelques pistes de sortie pour sortir de ce sens unique. Donc voilà, vous voyez que il me semble que c'est quand même intéressant, important pardon, je remets cette slide, de s'arrêter un instant sur cette notion d'utilisateur pour mieux comprendre ce qui du coup nous arrive aujourd'hui, ces vagues d'objets techniques qui déferlent en apparence toujours plus rapides, mais qui en fait sont peut-être pas si inventifs que ça. Si finalement elles se basent d'une part sur un modèle d'interface qui a évolué évidemment, je ne dis pas que c'est la même chose, mais qui repose quand même toujours sur ce paradigme des icônes et du bureau, et d'autre part, toujours sur ces méthodologies de conception basées sur des scénarios d'usage et essayer de trouver des objets qui vont être considérés comme réussis si les personnes ne divergent pas de ce qui est prévu au départ. Autrement dit, de minimiser les pratiques au profit de l'usage, de rester dans un mode d'emploi toujours plus efficace. Pourquoi? Parce que si du coup les personnes commencent à sortir de ce mode d'emploi, l'économie va en prendre un coup. Évidemment, si votre but c'est que les gens, je prends un exemple très vulgaire, mais achètent quelque chose, s'ils se mettent à faire n'importe quoi et faire autre chose qu'acheter, votre chiffre d'affaires il va pas augmenter comme vous voulez. Donc il faut mieux rester dans ce sens unique du point de vue économique. Du point de vue humain, c'est évidemment beaucoup moins sûr. Il me reste combien de temps? Du temps encore, ça va? Ok, tout va bien. Alors, on avance un petit peu dans le temps, on va maintenant rentrer dans le champ plus actuel des applications mobiles. Donc ici, j'ai appris le titre du podcast Kill by App. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Et du coup, une première hypothèse, à savoir ces premiers ordinateurs personnels qui étaient vendus, en tout cas la promesse initiale, c'était de permettre aux personnes d'aller beaucoup plus vite dans les objectifs et les tâches qu'elles devaient résoudre. Est-ce que finalement cet objectif n'aurait pas échoué en partie? À savoir, certes, on va aller beaucoup plus vite pour certaines tâches. Évidemment, l'ordinateur a automatisé de façon formidable beaucoup de choses, mais dans le même temps, et est-ce que c'est dissociable, il a fait proliférer beaucoup de tâches annexes qui du coup sont au cœur des enjeux d'attention contemporains, de perte de temps, de surcharge cognitive qui du coup semble inévitable à mesure que l'automatisation s'intensifie. Alors quelques exemples, cela que je trouve rigolo. Ici, voilà une volonté, à vrai dire, qui peut partir d'une bonne intention, d'aider l'utilisateur à accomplir des tâches, de l'aider dans l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte. Donc ici, voilà cette espèce de trombone anthropomorphe, Clippy de Microsoft, mais qui du coup, va commencer à vous fatiguer, à gigoter en bas à droite de votre page web, de votre logiciel, vous demandez du temps et voilà, ça demande une action en plus pour le fermer alors que vous n'avez rien demandé, à vrai dire. Voilà. Ici, oui, non, mais on n'a pas demandé à ouvrir ce trombone, il va apparaître automatiquement. Donc ici, voilà, l'aide devient une espèce de poids cognitif du coup, peut-être fait perdre du temps dans le fait de taper du texte. D'ailleurs, on retrouve toujours, finalement, je ne l'ai pas en tête quand j'ai mis cette slide, mais là, on est vraiment dans la mimésis. Elle est encore pire que les icônes, dans cette espèce de trombone 3D, cette feuille de papier assez kitsch en arrière-plan. Alors Clippy, on peut en rigoler, mais c'est un peu l'ancêtre de nos assistants vocaux. J'y reviendrai après, mais voilà, Alexa et Google Home n'auraient sans doute pas existé sans Clippy. Donc finalement, il a une longue descendance dans l'histoire de l'informatique.
Les mails, évidemment, ça, je pense qu'on est tous confrontés à ça en tant que chercheur, ingénieur, designer. Voilà, combien de temps on passe, je sais pas vous, c'est peut-être au moins 1 heure facilement, 2 heures par jour, à trier les mails. Google nous récompense symboliquement. Ici, voilà, une capture d'écran. Super, tu as lu tous les messages importants de ta boîte, dans ta boîte mail. Et puis du coup, alors ça arrive malheureusement beaucoup moins souvent, mais quand vous êtes à 0 mail, vous avez un petit soleil qui apparaît dans Gmail. Donc on voit que le tri des emails devient une tâche à accomplir, et un peu comme la marée, hein, ça revient tout le temps, il faut toujours s'en débarrasser. Donc il y a toujours ce fantasme de la inbox zéro, mais voilà, c'est des tâches qui n'existaient pas auparavant. Alors il y avait le courrier postal évidemment, mais on sait tous, hein, faut pas être naïf, que c'était pas du tout équivalent à ce qui, au déferlement qui nous arrive aujourd'hui. Bon, c'est 2 exemples simples. Si du coup on se projette maintenant au-delà de ces 2 exemples, et on va aller dans les applications progressivement, donc ce fantasme de la télécommande universelle serait, en tout cas, la promesse de cette télécommande, donc cette simplicité d'usage et d'immédiateté et d'efficacité, selon moi, et pas que selon moi d'ailleurs, incarne in fine, alors pas pour toutes les applications, mais quand même pour un certain nombre, le fantasme d'un pilotage des environnements, donc au sens large, environnement physique, numérique, mais aussi, et là c'est là où les enjeux du CARE sont sans doute plus prégnants, le pilotage d'autrui, à savoir quand vous commandez une pizza via un site, une application de livraison ou un taxi Uber, finalement c'est pas juste l'idée de vous piloter d'un point à un autre, c'est l'idée de piloter évidemment la personne qui va venir vous chercher ou qui vous apportera la nourriture. Et du coup la promesse d'efficacité est précisément réussi si vous n'avez pas conscience du labeur que vous faites reposer sur d'autres personnes. Autrement dit, ces tâches annexes qui prolifèrent, c'est pas forcément vous qui allez les faire, c'est un ensemble de tâcherons, de petites mains, qu'elles soient dans nos pays ou dans d'autres, aux 4 coins du monde, sous-payées évidemment, qui du coup vont faire ça pour vous, et l'application va précisément être pensée pour vous faire oublier, pour que vous n'ayez pas en tête ce back-office, cette espèce de composite entre l'humain et la machine. Autrement dit, il y a cette promesse que la machine fait tout, alors que c'est à peu près impossible de tout lui déléguer. Ce travail finit par retomber sur des personnes en chair et en os, et du coup, qui s'en soucie, qui prend en charge le care de ces personnes-là, l'application permet du coup d'oublier ça. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans les slides, mais je vous recommande fortement la lecture du livre du sociologue Antonio Casilli, En attendant le robot. Je ne sais pas si vous avez prévu de l'inviter, mais ça pourrait être une bonne idée dans ce séminaire, qui du coup a bien analysé, dans le cas des intelligences artificielles, comment c'est sans doute impossible d'automatiser le tri d'images, le tri d'informations, l'analyse sémantique, sans faire appel à des personnes sous-payées aux 4 coins du monde. Et ce qu'il appelle les tâcherons ou les travailleurs du clic. Alors, les applications, d'où ça vient? On peut faire remonter ça historiquement à l'iTunes Store d'Apple en 2007. Et peu de temps après, voilà, l'iPhone sort en 2007, mais au début, il n'y avait pas, pendant une année, il n'y avait pas d'application. Ça n'arrive qu'un an plus tard, et c'est ça qui va en partie faire la fortune d'Apple, grâce aux commissions prises sur les ventes. Du coup, on n'arrive qu'en 2008, l'iPhone App Store. Donc on voit des catégories, finalement on n'en est pas si loin aujourd'hui. Il y a déjà du jeu, du service, d'autres choses. Et du coup, voilà, ce magasin d'applications va évidemment s'étendre, être copié très très vite par Google et Android et par d'autres. Et devenir aujourd'hui le modèle dominant qui fait que on n'a même plus conscience qu'il y a une différence fondamentale entre le logiciel et l'application. N'importe qui peut écrire un logiciel, le proposer, le mettre en ligne. L'application repose au contraire sur un système centralisé, verrouillé et voire censuré. Vous n'avez plus la main, vous ne pouvez pas créer n'importe quelle application, notamment sur un iPhone. Vous mettez un peu de nudité, un peu de violence, c'est refusé. Vous copiez un bout de fonction d'Apple, c'est refusé. Et vous n'avez pas la main sur les conditions, Apple à vie ou mort sur l'environnement numérique qui est celui-là. Et donc un des enjeux majeurs, petit à petit, c'est de faire disparaître le web, de faire disparaître les navigateurs, qui sont une porte d'entrée beaucoup plus ouverte sur l'univers informatique, au profit de ces applications contrôlées, simples d'accès, et sur lesquelles des commissions, en l'occurrence pour Apple, c'est environ 30%, sur les ventes des applications et les achats dans les applications qui sont pris. Donc on est proche du péage, concrètement. Et voilà, cette promesse d'universalité, ici une publicité déjà ancienne, ça a 10 ans, il y a une application pour ça, une application pour tout.
Ici, une publicité pour l'iPhone 3G. Donc cette promesse de couvrir l'ensemble des tâches, des objectifs du champ humain. Ici, c'est bien au-delà du Xerox Star. Ça va aller sur les loisirs, évidemment la vie sentimentale, les transports, etc., etc. Tout y passe, même les animaux d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors, un petit focus sur les notifications, j'avais dit que j'en parlerais, qui, me semble-t-il, sont un cas d'étude intéressant pour commencer à regarder comment ces technologies numériques peuvent opérer des prises sur les capacités psychiques. J'ai mis le mot prise entre guillemets, il m'intéresse par opposition aux données. On parle beaucoup de data, d'ailleurs en anglais on n'entend pas bien cette signification française de données, mais à vrai dire c'est l'inverse. Les données sont très construites, elles apparaissent pas magiquement, et les environnements opèrent des prises à propos desquelles il est parfois compliqué de s'échapper. Donc c'est pour ça que là on retombe dans le sens unique, à savoir si on peut pas, si on n'a pas conscience, mais on verra que la conscience est même un terme qui peut être problématique. En tout cas, sans émancipation, on reste dans ces prises et dans ce sens unique. Alors les notifications font appel à une symbolique finalement déjà assez désuète, le modèle de la cloche qu'on avait déjà au Moyen-Âge. Quand on sonnait, voilà, presque une dimension religieuse dans ce champ-là. Finalement, est réactivé dans les apps. Ici, quelques captures d'écran, que ce soit chez Google ou d'autres, on a ces cloches-là qui viennent nous réveiller régulièrement. Les notifications sont d'autant plus efficaces, et c'est là le paradoxe, qu'elles viennent interrompre un continuum. Autrement dit, vous êtes concentré sur quelque chose, la notification vous interrompt, et là vous allez tout de suite regarder ce qu'il y a à regarder dans un nouveau mail ou autre. Le problème, c'est que si tout se met à clignoter en même temps, du coup ce continuum il est brisé, et vous vous retrouvez dans un continuum d'interruption, ce qui est très paradoxal, où du coup vous vous retrouvez à ne plus être attentif à la fin. Cette promesse d'attention comme focalisation en vient à être brisée par cette espèce de brouhaha qui vous interrompt régulièrement. Alors depuis ces captures d'écran, les fabricants d'OS s'en sont quand même rendus compte et ont essayé de faire un peu de ménage et d'établir des centres de notification, d'avoir une gestion centralisée, mais il n'empêche que ça fait toujours reposer un effort supplémentaire sur l'utilisateur, parce que dans bien des cas, par défaut, c'est activé. Donc ça va vibrer, ça va clignoter, ça va faire du bruit. Et du coup, ça va demander un effort de gestion, de paramétrage, et dès que vous demandez ce type de charge, ce type d'action, vous tombez dans les impasses du sujet universel, à savoir, il faut une culture, une certaine littératie numérique pour comprendre comment paramétrer les choses. Et l'internet des pauvres gens, ou les applications des pauvres gens, avec des gros guillemets évidemment dans mes propos, c'est ce type de personnes qui n'ont pas les codes culturels ou qui ne comprennent pas comment fonctionnent les interfaces de façon un peu plus avancée, vont subir évidemment toutes ces prises, toutes ces impasses. Donc évidemment que la notion de privilège est centrale dans l'analyse de ce type d'interface. Autre enjeu derrière ces notifications, on va revenir un peu à la cybernétique. Une compréhension juridique, administrative et bureaucratique des relations humain-machine et des relations humaines, à savoir, finalement, ça fait nous des fonctionnaires, de remplir des formulaires, de gérer des menus. Est-ce qu'on ne serait pas dans l'univers dystopique où chacun de nous serait comptable de sa propre existence et de celle des autres? Donc cette prolifération du système bureaucratique comme horizon dominant de l'informatique conduit à une administration des vivants, et du coup là on est vraiment, il me semble, aux antipodes du Caire quand on parle d'administration. Ici voilà quelques exemples qui sont très efficaces, je ne conteste pas ça. Ici donc des formulaires d'applications établis par Google qui du coup ça évolue depuis évidemment, j'ai pas mis la date ici, mais ce Material Design Guidelines, donc ces gabarits, oui j'ai pas de meilleure formule, ces gabarits d'interface qui du coup permettent d'unifier l'expérience avec des gros guillemets d'application, parce qu'en fait de quelle expérience on parle? Si tout se met à se ressembler, est-ce que c'est encore une expérience? Est-ce qu'il y a encore de la surprise ou de l'inattendu dans ce à quoi on a affaire avec ce type d'interface? Est-ce que c'est encore une expérience? Si on considère que l'expérience c'est quelque chose qui fait face à de l'inattendu ou qui implique de la surprise, de la création, de l'inventivité, est-ce que là on est vraiment dans l'expérience? Est-ce que ce qu'on appelle design d'expérience, c'est précisément pas l'inverse de ce qu'est une expérience humaine? Bon, j'anticipe déjà sur les conclusions, mais je vous livre ces questions-là. Ici, chez Apple, des choses déjà anciennes, mais qui finalement on est dans le même domaine, des formulaires d'application.
Et du coup, voilà, on en arrive à ces impasses, ici dénoncées par un collaborateur de Bernard Stiegler, Christian Fauré, qui nous dit voilà combien d'applications est-ce que ce n'est pas que de simples formulaires à remplir, d'autres formulaires à remplir, et est-ce que finalement ces simples formalités ne nous font pas travailler continuellement comme des comptables, des fonctionnaires ou autres. Alors c'est vraiment dommage du coup parce qu'effectivement ces terminaux mobiles, ces ordinateurs sont pleins de possibilités hallucinantes et finalement si on les réduit à des formulaires, on n'a pas beaucoup avancé. Et il faut que j'avance aussi. Donc économie de l'attention. Et là on va tomber sur des enjeux que Antoine évoquait à l'introduction. Avec la privatisation du software, donc ça je l'évoque très rapidement, mais effectivement si on prend l'Apple I en 1974, il est livré avec des plans de montage, il est totalement libre, ouvert et compréhensible. Dès l'Apple II, ça commence à se restreindre. Alors il ne s'agit pas d'idéaliser non plus cette archéologie de l'informatique, mais quand même, dès lors qu'on privatise le software, on en fait une économie possible. À la base, c'était des choses plus partagées. Mais surtout, on commence à s'avancer vers le capitalisme cognitif. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien là, on arrive vers un champ vraiment problématique. Parce que là où des philosophes comme Platon, Marx, on peut qualifier philosophe en partie, ou Hannah Arendt pensaient une émancipation possible de l'être humain par le savoir, par la connaissance, par l'intellect, le capitalisme cognitif va s'attaquer précisément à ce dernier espace de liberté en faisant quelque chose qui peut s'assimiler à un rendement. On va pouvoir faire de l'argent en exploitant les capacités psychiques, l'attention humaine ou les productions de l'esprit. Et donc penser, sentir, réfléchir vont devenir des activités susceptibles de faire l'objet d'une économie. Donc qu'est-ce qui se passe si ce dernier espace de liberté est menacé ? On bascule là complètement dans quelque chose d'inhumain, dans la post-histoire de Flusser par exemple. Ici voilà à grands traits les trois strates du capitalisme industriel. Alors ça ne veut pas dire qu'on passe d'une à l'autre, hein. En fait ça se superpose. Donc la première strate, celle de Marx, donc à savoir la concentration des moyens de production. Deuxième strate, disons celle des banques, des bourses, des places boursières et de l'automatisation de la finance, pourquoi pas jusqu'au trading à haute fréquence, à savoir donc la spéculation et la domination des institutions financières. Alors évidemment, c'est pas du tout derrière nous, hein, cette histoire-là. Ça explique en grande partie l'émergence d'une technologie comme Bitcoin, mais j'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui. Et donc troisième strate qui s'ajoute, le capitalisme cognitif, à savoir la captation et l'exploitation des productions de l'esprit humain. Ici, Thon a mis ça en évidence dans deux ouvrages autour de l'attention, à savoir cette idée que l'attention est un bien rare et peut faire l'objet d'une valeur, parce que dans une journée, vous avez évidemment une capacité limitée à être attentif à certaines choses. Et donc, du coup, toute l'idée de l'économie de l'attention va être d'orienter, de piloter vos capacités psychiques pour vous rendre attentif à ce à quoi on veut que vous soyez attentif. Et comme il n'y a que 24 heures dans une journée, puis en plus on doit un peu dormir sinon ça devient compliqué, du coup il y a une concurrence de plus en plus accrue à cet endroit-là. Et donc l'intuition assez géniale de certains auteurs qui sont intéressés à ça, c'est de dire dans un futur proche, ou peut-être même c'est déjà le cas aujourd'hui, vous n'allez plus payer pour acheter un livre ou des films, au contraire, parce que comme il y a une concurrence de plus en plus accrue, on vous paiera pour regarder des films, pour lire des livres, pour votre temps, votre temps de cerveau disponible, pour reprendre l'expression de Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1. On a deux ouvrages pour creuser ces questions-là. Un ouvrage collectif paru en 2014, L'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme, donc dirigé par Yves Citon, mais qui est en fait un recueil de textes historiques sur ces questions-là. Et un essai plus prospectif pour une écologie de l'attention paru la même année. Je reprendrai certaines parties tout à l'heure. Donc, l'économie de l'attention qui s'appuie majoritairement sur les sciences cognitives et plus précisément sur des modèles comportementaux, finalement va réduire l'être humain à quelque chose de presque animal ou de machinique, à savoir une série d'entrées-sorties, d'input-output, pour reprendre le vocabulaire informatique. On fait ça, donc vous êtes attentif à quelque chose, donc vous réagirez comme ça. Peu importe comment ça se goupille dans le cerveau, parce que de toute façon, même les IRM les plus puissantes, il y a beaucoup de marge d'erreur. Ce qui va nous intéresser, c'est l'efficacité et non pas du tout la morale, l'éthique ou des choses comme ça. On verra du coup comment le design peut se situer là-dedans.
Voilà, ici un schéma, un schéma simple. Hein, vous donnez un sucre à un chien, il salive. Vous faites ça plusieurs fois. Après, il suffit de présenter le sucre au chien, il va continuer à saliver. Du coup, voilà, vous automatisez des comportements chez l'être humain, et après, vous pouvez du coup agir en conséquence. L'expérience de Pavlov, hein, c'est déjà très vieux, ça a plus d'un siècle, mais ça s'est employé dans beaucoup de design d'interface. Ce modèle comportemental. Donc on en arrive, on avance vers un design captologique qui va chercher du coup à capter, à opérer des prises sur du coup le cerveau et le psychisme humain. Alors je mets des guillemets parce que c'est une expression qu'on peut repérer au niveau historique et géographique. Elle est enseignée à Stanford, cette captologie. Ça fait l'objet de recherches universitaires, à savoir l'exploitation sans relâche de l'attention, déjouer notre capacité à percevoir et à choisir ce qui compte pour nous. Et ça va plutôt du coup être orienté vers ce qui compte pour l'économie. Et comment ça marche ? On verra quelques exemples. Ça marche par l'exploitation de vulnérabilités psychiques ou de biais cognitifs et d'interaction sociale. Et du coup, ce design UX, alors pas tout le design UX, mais en tout cas, ce design UX qui du coup repose user experience sur cette notion d'utilisateur qu'on a analysé auparavant, va devenir un levier très très puissant pour activer cette économie de l'attention. Donc là, on va rentrer du coup dans des tensions et des polémiques autour du design, à savoir quel rôle le design peut jouer là-dedans. Est-ce qu'il a pour fatalité de se lier à cette économie, ou est-ce qu'il pourrait... c'est un débat qui évidemment hante le design depuis ses origines, hein, les relations et les tensions du design au capitalisme, ou est-ce que le design pourrait pas aussi, ou à la place, être un levier critique et de remise en cause de ces économies. Alors, ce livre dont je vous conseille la lecture met ça en évidence. Alors, attention, parce qu'ici le mot design est en anglais, donc il n'a pas tout à fait le même sens. Addiction by Design, qui est un livre qui traite de la conception des machines à sous à Las Vegas et qui montre comment ces espaces sont délibérément conçus pour que les personnes oublient ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'évidemment, sinon, elles vont moins jouer au casino si elles se rendent compte qu'elles sont en train de se ruiner. Donc comment on fait ? On crée un environnement clos, un monde clos, pas de lumière extérieure, que des lumières artificielles. Les sons, évidemment, l'image. Et un des biais très puissants, c'est quand vous allez activer une machine à sous, c'est la récompense variable. Effectivement, la plupart du temps, vous allez perdre. Vous avez ce geste des machines à sous, mais une fois de temps en temps, vous allez gagner un petit quelque chose ou un gros quelque chose. Donc le même geste est associé à de la perte ou à du gain. Donc vous opérez du coup sur l'esprit humain quelque chose de très puissant qui du coup vous fait rejouer pour ce gain-là, et c'est le même geste, comme c'est le même geste, du coup vous êtes en train de perdre alors que vous pensez gagner quelque chose quelque part. C'est la même chose dans Instagram. Vous rechargez Instagram pour voir vos likes. Alors parfois vous avez des likes, parfois vous n'en avez pas, mais c'est de la roulette russe. C'est exactement le même mécanisme qui est activé dans cette application. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez les likes une fois par jour ou une fois par semaine ? Du coup, évidemment, vous iriez moins souvent de l'application. Instagram perdrait de l'argent, donc ce serait une mauvaise chose pour l'entreprise, en tout cas pour Facebook qui possède Instagram. Mais peut-être que pour vous, ce serait une meilleure chose que de recharger l'application continuellement pour obtenir cette récompense variable et l'addiction qui du coup en découle. Autre exemple, c'est Dark Patterns. Est-ce que ça charge ? Non, je vais aller sur le site du coup. Ça, c'est important que je le montre. Donc, alors, j'ai pas de bonne traduction pour ça. C'est motifs sournois, mais ça sonne moins bien en français, qui sont des stratégies délibérément opérées par les designers d'interface pour faire des actions aux personnes dont elles n'ont pas envie. Donc ici par exemple pour résilier l'abonnement du Monde, vous devez du coup envoyer quelque chose sous forme par la poste. Bon, c'est pas l'exemple le plus flagrant, mais je vais vous le décrire. Il y a un exemple qui est assez pervers, c'est quand du coup vous allez sur un site de e-commerce et quelque chose s'ajoute au panier, une assurance, par exemple sur un billet d'avion, et vous devez décocher cette case pour enlever l'assurance que vous n'avez pas du tout voulu payer, évidemment. Alors du coup, évidemment, les personnes vont les décocher dans 99% des cas, mais si vous faites une marge à 1% sur la quantité, c'est pas négligeable. Ou alors vous allez cliquer sur un bouton qui fait autre chose que ce que ça devait faire. Vous téléchargez un fichier et en fait ça affiche une pub. Ou alors vous avez un like qui est caché derrière un bouton. Donc en voulant affranchir une action, ça c'est vraiment sale, vous êtes en train de liker une page Facebook ou un compte Instagram. Donc voilà, donc ça c'est évidemment c'est des stratégies de design délibérément conçues pour tromper l'utilisateur. Quelle solution à ça ?
responsabiliser les designers, pourquoi pas, légiférer, pourquoi pas, on pourra en discuter en conclusion. Et du coup, là, on est vraiment au cœur du problème, à savoir une augmentation du décalage entre du coup des grands groupes technologiques, des grandes firmes, des GAFA, qui, entre autres, qui évidemment ont des moyens colossaux, qui peuvent procéder par boucle itérative, par test utilisateur, d'ailleurs à l'insu des utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook, il y a des chances que ce ne soit pas exactement le même Facebook que votre voisin. Parce que Facebook réalise des tests à échelle, sur des panels de gens et optimise de façon très fine la conception du logiciel par boucle de rétroaction. Donc ça, c'est quelque chose qui s'améliore continuellement. Donc quelle prise on a face à 500, 1000, 2000 ingénieurs, les meilleurs au monde, évidemment, avec des salaires mirobolants. Quelle marge on a quand on peut juste paramétrer en bout de chaîne si on veut que nos données privatives soient plus ou moins exploitées ou pas. Oui, il y a quand même quelque chose qui s'est creusé, même si on a parfois l'impression d'avoir un peu de pouvoir. Au final, c'est très peu de choses là-dessus. Donc on est vraiment au cœur de ce que disait Simondon, et ça ne s'améliore pas, me semble-t-il, au contraire, avec le développement aujourd'hui des interfaces vocales et demain des puces neuronales, quand vous n'aurez même plus accès à la couche graphique, quand on sera dans la parole ou même juste dans la pure psyché, cette prise sera encore plus forte, et cette résistance ou cette prise de conscience ou cet échappatoire au sens unique sera peut-être de plus en plus difficile. Quelques exemples de rétroaction. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle en anglais des heatmaps. Donc ici, c'est des statistiques ça peut être du eye tracking ou ça peut être le pointeur de la souris, et ça ressemble, moi il me semble que cette image-là, je sais pas vous, mais me fait penser clairement à des zones de guerre, des zones chaudes, presque comme des images de drones qui vont aller frapper les gens. Il me semble que là, on est vraiment dans un vocabulaire et dans des intentions presque militaires, à savoir une économie des gestes et du regard. Et du coup, j'ai vu là très récemment des premiers prototypes de sites qui peuvent se redessiner en fonction du regard. Donc voilà, et si vous ne regardez pas au bon endroit, les choses n'avancent pas. D'ailleurs, c'est à peu près le cas déjà sur YouTube. Certaines pubs ne peuvent pas être passées, et sur des téléphones avec le capteur photo à l'avant pour les selfies, du coup, si vous ne regardez pas la pub, vraiment, si votre regard n'est pas focalisé dessus, vous ne pouvez pas avancer dans le service. Donc là, on est vraiment dans une économie des gestes, quelque chose dont il est difficile de s'échapper. Ici, je proposais du coup de paramétrer à Michel Foucault. On n'est même plus dans surveiller et punir, on doit mesurer et punir. Si on ne peut pas vous mesurer, on vous punit en conséquence. Vous n'aurez pas accès au service demandé. Donc là, on est vraiment dans à peu près l'opposé du cairn. En apparence innocent, ce petit service là, enfin pas si petit que ça d'ailleurs, Netflix, du coup. Ne propose pas une expérience unique suivant les personnes auxquelles il s'adresse. Donc si vous aimez bien les comédies romantiques, on va vous sortir, je sais pas, une image peut-être, en tout cas peut-être les trucs drôles, cette image-là. Vous aimez bien les films d'horreur, on vous sort cette image-là comme vignette de série, mais dans les deux cas, c'est la même série. C'est juste qu'on vous a proposé une vignette qui est censée correspondre à vos goûts. Vous n'avez pas accès aux paramètres qui vous ont fiché, vous ne savez pas dans quelle catégorie vous êtes. Et du coup, l'idée, c'est évidemment que vous ne sortiez jamais de Netflix. Sinon, vous allez résilier votre abonnement, donc c'est pas très cool pour le service. Donc on est toujours dans cet idéal de monde clos, d'essayer d'avoir une totalité d'usage qui fait que vous n'aurez pas envie d'en sortir. Voilà, donc du coup, là, ça pose quand même question par rapport au design graphique, à savoir le designer graphique, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que du coup, il va créer une identité visuelle qui peut être déclinée sous forme de 1000 vignettes ? Est-ce que du coup, il peut résister à ça, mais bon, sinon, Netflix le vire concrètement. Est-ce que du coup, il n'a plus ? Est-ce que c'est un pur travail d'ingénierie, voire d'automatisation lié à des boucles d'intelligence artificielle qui vont pouvoir générer ces vignettes-là ? Ça pose quand même question sur l'avenir de ces métiers-là et de la façon dont ils sont enseignés aujourd'hui d'ailleurs. Le cas Tinder, je pourrais pas développer, mais il est extrêmement intéressant, mais je peux pas le développer, sinon je vais être en retard. Je suis obligé d'avancer. Et du coup, ça suscite un certain nombre de dégoûts de la part d'ingénieurs ou de designers qui travaillent dans ces grandes firmes. Et ici, une citation que je trouve intéressante d'une personne qui a quitté Google en 2009 et qui, du coup, s'interroge, je vais vous la traduire rapidement. Quand une entreprise est remplie d'ingénieurs, chaque chose tend à devenir de la résolution de problèmes. Réduire chaque décision à un simple problème logique, supprimer toute subjectivité et de regarder uniquement les données.
Et ces données deviennent au final l'unique matière à décision, paralysent l'entreprise et nous empêchent de faire des décisions liées au design. Oui, c'est vrai que quand une équipe chez Google ne peut décider entre deux nuances de bleu, ils ont dû tester 41 nuances de bleu pour voir lequel fonctionnait mieux. J'en ai eu assez de débattre de ces minuscules problèmes de design. Il y a des choses plus excitantes dans le monde à faire que ça. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, du coup une perte de confiance dans l'intuition esthétique et du coup la réduction à un modèle logique, à un calcul lié à n'importe quelle décision esthétique. Donc on en arrive à quoi? Aujourd'hui le web est donc grosso modo inintéressant en termes d'interface, si je prends la vue globale, tout se met à se ressembler, n'importe quel site se met à se ressembler à Airbnb, même si c'est pas de location d'appartement. Il n'y a plus de prise de risque, notamment c'est lié notamment au template, ces gabarits qu'on fait que remplir de choses plus ou moins différentes, mais au final c'est toujours la même saveur lyophilisée comme une soupe en poudre. Et surtout, on en arrive à une vision totalement dépolitisée du design, à savoir on va regarder uniquement ce qui fonctionne, peu importe que ce que ça produit comme effet de bord. Donc une prise de pouvoir de l'ingénierie cognitive sur du coup le design d'interface, une perte de confiance dans les jugements de coût. Ça, il me semble que ça devrait interroger davantage les écoles de design en France. Exemple de design, alors on va en voir d'autres, de dégrader les interfaces pour forcer le consentement. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, là, je suis vraiment dans l'antiquaire, en fait, dans ma conférence. Ici, voilà, un jeu vidéo, j'ai plus le titre en tête, et qui, du coup, ce qu'on appelle des free-to-play, et qui, du coup, cette espèce de démon va apparaître régulièrement pour vous demander de recharger la monnaie du jeu et de passer à l'achat. Et quand vous en aurez assez de le voir s'exciter à l'écran, vous allez passer à la caisse. Alors là, c'est très compliqué comme équilibre, parce que, du coup, vous devez frustrer assez la personne pour qu'elle veuille payer, mais pas trop, parce que sinon, elle va s'échapper. Donc, du coup, là, on est vraiment dans de la torture assez fine pour arriver à nos fins. Donc, du coup, voilà, cet article que je trouve intéressant, la montée en puissance de l'UX, du bourreau UX tortureur en anglais. Peut-être une profession à inventer et à enseigner. D'ailleurs, elle l'est à Stanford, elle est enseignée. Autre exemple, ces environnements majordomes qui du coup vont chercher à effacer les traces du labeur humain, je l'évoquais tout à l'heure. Le grand-père des objets connectés, c'est ce lapin. Alors ça revient, des personnes l'ont reprogrammé cette fois en libre, donc il revient peut-être de façon plus positive aujourd'hui. Et voilà, donc on en arrive à ces chatbots, ici un chatbot météo. Alors on est toujours dans des métaphores un peu débiles, animales ou autres, qui du coup, tout le vocabulaire est intéressant, vise à effacer la place de l'humain. Ici sur une interface assez fun en apparence. Et finalement on n'arrive pas à automatiser quoi. Ici Magic, alors ça c'est pas mal du coup, le vocabulaire de la magie, du sans effort, de la disparition du labeur humain. Mais derrière c'est bien des petites mains qui vont vous livrer vos fleurs, vos courses ou vos fringues repassées. Du coup on en arrive aux assistants vocaux qui sont, je travaille beaucoup là-dessus depuis un an. Une perte de choix et de la prise de décision, parce que quand vous mettez à parler à Siri ou à Google, quelque chose s'opère qui n'était pas auparavant aussi flagrant, à savoir la perte de choix. Même quand vous cherchez une réponse dans Google, même si Google évidemment ne trie pas les résultats au hasard, vous aviez quand même une liste de 10 résultats, disons, si on s'arrête à la première page, même si pas grand monde va au bout de la deuxième, ou même 3 résultats, disons. Ici, vous n'en avez plus qu'un. Donc comment ce résultat est calculé? Et là, ça commence à poser problème. Parce que quand vous demandez à Alexia ou à Google combien il y a de pays dans le monde, même sur des choses très factuelles, vous n'avez pas les mêmes résultats. Vous aurez 400 et quelques d'un côté et 400 autres de l'autre, suivant comment on compte. Et du coup, vous n'avez pas accès aux sources, en tout cas souvent pas aux sources d'informations qui sont liées à ces résultats. Donc du coup, une perte de l'intellect, de la prise de décision qui s'opère, et du coup aussi des gros problèmes liés à la liberté, parce que si vous voulez commander quelque chose ou un restaurant, comment ça va se passer? Donc là, il y a des débats en cours vraiment, vraiment violents sur du coup l'abus de pouvoir ou l'abus de domination à cet endroit-là. Et la publicité qui en découle. Sans même parler des enjeux du privé, de l'écoute liés à ces terminaux. Là, on est vraiment dans la boîte noire, littéralement, dans ce genre d'image. Et la promesse de simplicité, d'immédiateté. Voilà, just ask. Il faut pas, t'embête pas à savoir comment ça marche. On s'en fiche, demande à la machine et elle te répondra.
Dans le cinéma, ça a été opéré, là, ici, une capture d'écran de Iron Man, Jarvis. Du coup, voilà, welcome home. Donc, toujours ce mâle blanc surpuissant. Ici, je n'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais ce tableau de pilotage, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai montré Cyber Scene. Ici, là, on est vraiment dedans, dans Iron Man. Ce tableau de bord qui peut faire n'importe quoi. Mais qui fait n'importe quoi, évidemment, pour les personnes qui en ont le pouvoir socialement et économiquement. C'est pas une simple métaphore. Ici, voilà, en 2000... il y a 2-3 ans, Mark Zuckerberg a annoncé avoir réalisé pour sa propre maison son Jarvis. Il a codé son propre Jarvis. Après, Jarvis dans Iron Man, si vous avez les films en tête, devient un personnage. Il s'humanise. Voilà, après 1 an de code. Donc je pense que c'est aussi pour retrouver une certaine crédibilité auprès des programmeurs, de dire que même lui, en tant que dirigeant, il code encore. Et du coup, voilà, c'est inspiré de Jarvis. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, son intelligence? Ça ferme les volets et ça joue littéralement les musiques préférées pour sa femme, et ça lui livre des fleurs, et ça s'occupe de son enfant. Donc laissons tirer les conclusions que vous en voulez, mais je pense que ça peut résonner avec bien des enjeux liés au care qui ont été abordés auparavant. Voilà, on est encore une fois dans ce fantasme de l'homme qui va, par la machine, s'occuper de son entourage. Ça peut évidemment bugger, et ça bug souvent. Ici, voilà une image que j'aime bien montrer, voilà des objets ransomware. Donc qu'est-ce qui se passe quand tout va commencer à parler? Donc le balai va vous demander des sous, la caméra aussi, le four va déconner. Ça a été mis en scène dans la série Mr. Robot, voilà. Il y a un épisode où du coup les objets de la maison deviennent fous, et du coup parce que ça se fait hacker, et du coup la personne au téléphone, dans une espèce de remake de Hitchcock, appelle un ami, et l'ami dit débranche, et dit je peux pas débrancher, les câbles sont derrière les murs. Voilà, on arrive à des environnements qu'on ne peut plus arrêter, un peu comme les centrales nucléaires, des objets techniques qui dépassent les concepteurs. Et c'est encore pire quand les objets se reprogramment. Là on est encore dans l'illusion qu'on peut les contrôler si on sait comment ça marche, mais évidemment quand vous entrez dans des enjeux d'intelligence artificielle, où du coup le code devient une espèce d'entité génétique, le programmeur, voilà, il livre quelque chose, et puis après il ne sait même plus comment ça marche, parce que le code évolue en permanence. Donc on arrive dans la stack, dans une pile opaque, qui fait que des aéroports peuvent être plantés, parce qu'il y a des couches et des couches et des couches de programmes, et on peut observer que les effets de ces programmes, on ne peut plus du tout les analyser ou en faire la rétro-ingénierie, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes sur la responsabilité. L'exemple majeur, c'est les voitures autonomes. Si une voiture renverse quelqu'un, qui est responsable? C'est des enjeux qui occupent beaucoup les juristes actuellement. Qui ça va renverser entre un vieux et un enfant? La réponse est assez simple, selon moi, et assez cynique. Ça renversera la personne qui n'aura pas la bonne assurance. Voilà, c'est pas forcément la personne la plus jeune. Je pense que ça va se régler du point de vue économique. Alors, assistant personnel, du coup, un environnement constamment monitoré, le pilotage de l'ensemble de l'expérience humaine. Voilà, Alexia vous écoute tout le temps. Et du coup, est à votre service, mais du coup, vous êtes aussi au service d'Alexia, vous l'entraînez, vous créez de la valeur pour Amazon dans chacune de vos micro-actions, et vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Retrait des interfaces graphiques, évidemment, donc la voix, voire la psyché comme mode d'action. Et puis du coup, voilà, j'en ai parlé, j'insiste encore une fois là-dessus, mais le devenir invisible, ou l'invisibilisation des prolétaires des IA, toutes ces petites mains qui vont permettre à ces IA de fonctionner et d'opérer. Allez, que faire? On peut quand même faire des choses. Déjà, on a certaines personnes dans ces entreprises ont le blues, je appelle ça le blues des GAFAM, voilà, se sentent un peu mal quand même, au bout de certaines années à créer toutes ces choses-là. Et du coup, c'est déjà un début, on peut s'en moquer, mais bon, moi je m'en moque, mais bon, on peut prendre ça plus au sérieux, et ça peut quand même nous interroger sur une certaine absence, avec des guillemets, ou un manque de responsabilité des designers, voire des ingénieurs, voire des donneurs d'ordre, face à ça. Alors beaucoup d'articles, ici une petite sélection. Donc Tristan Harris, un ancien de Google, comment la technologie pirate l'esprit des gens. Moi je trouve que l'ironie, c'est quand même que ces personnes-là qui ont permis à cette technologie de fonctionner. Donc moi il me semble qu'on est quand même assez proche des vendeurs de cigarettes qui du coup vous vendent le patch dans le même mouvement, quoi. Mais bon, on pourra en discuter si vous voulez. Quelqu'un de chez Facebook, voilà, seul Dieu sait ce que ces choses-là sont en train de faire au cerveau de nos enfants. Un ancien de Facebook, voilà, nos esprits peuvent être piratés. Donc toujours des choses assez chocs. Un ancien de Salesforce, une solution pour les vendeurs. Facebook doit être régulé comme l'industrie de la cigarette. Mais il se trouve que c'est quand même ces personnes-là qui en font partie. Donc est-ce qu'on peut faire confiance vraiment à ces personnes-là pour nous sortir de ce bordel? Bon, on pourra en discuter.
Il me semble que non, pour mon avis. On en arrive là, si on prend Tristan Harris, à ce que je propose d'appeler un business de la moralité addiction. Alors pour lui, ça marche très bien, peut-être mieux que depuis qu'il travaillait pour Facebook. Maintenant, il est invité dans le monde entier à faire des TED Talks partout. Il gagne beaucoup d'argent, mais finalement, il propose pas grand-chose. Quand on regarde son, de toute façon, j'ai le nom, je crois, depuis d'ailleurs. Maintenant, c'est le Center for Human Technology. Donc le centre pour la technologie humaine, toujours comme si on pouvait opposer l'humain et la machine. Ça, c'est quelque chose, on pourra en discuter si vous voulez. Et finalement, ils vont pas grand chose, ils vont une espèce de vague conseil en entreprise. Donc c'est devenu un consultant. Voilà. Donc du coup, tant mieux pour lui. Mais pour nous, je sais pas trop si ça nous avance à grand chose. Alors, pourquoi ça me semble limité cette histoire? Alors, j'ai repris son ancien nom, Time Well Spent, temps bien dépensé. Déjà, la notion de dépense, c'est pas terrible, me semble-t-il. On est toujours dans ce vocabulaire économique. Il y a toujours la technologie, qui est une espèce de grand fourre-tout abstrait. La technologie nous pirate, la technologie nous exploite, mais on ne sait pas du tout ce que recoupe le mot technologie. Et il ne parle pas du tout non plus des décisionnaires, des gens qui prennent des décisions en amont. Ça, c'est pas du tout interrogé. Il y a quand même le risque, à force de parler de piratage et d'addiction, de dégoûter les gens dans le monde dans lequel ils vivent. On peut dire, ok, il suffit de quitter Facebook, mais c'est pas si simple. Si vous êtes journaliste, vous n'avez pas trop le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux, même en tant que être social, si ça a des conséquences très directes sur votre sociabilité. Vous serez invité à moins d'événements, moins de réseaux, donc c'est quand même compliqué de se dire qu'on peut quitter ces choses-là sans conséquences quand plusieurs milliards de personnes fréquentent ça chaque jour. Il y a l'idée aussi d'une approche solutionniste, temps bien dépensé, donc c'est le penseur Evgeny Morozov de dire, il y a un de ses livres célèbres traduit en français qui s'appelle « Pour tout résoudre, cliquez ici ». Il suffirait d'un bouton pour résoudre le chômage. Il risque quand même gros risque de tomber dans cette approche si on dit qu'on va solutionner la technologie par plus de technologie. Là, beaucoup d'exemples montrent que ça marche pas bien. Et puis voilà, toujours le même champ lexical tech. Il n'y a pas de travail sur le langage et sur les concepts qui nous permettent de sortir de ça. Donc je vous propose d'oublier ce time well spent, de le virer. Et donc de repartir de la base. Qu'est-ce qui est exploité? Donc partons des biais, partons des vulnérabilités. Je vais essayer de faire en un quart d'heure, je pense que ça va tenir. Donc beaucoup de choses. Ici, une première cartographie des biais psychologiques. Par exemple, le like, l'approbation sociale, vous allez avoir davantage envie d'aller à un événement si vos amis, vous savez qu'ils y vont. Pardon, c'est celui du milieu. Réciprocité sociale. L'interruption, donc ça c'est la notification. L'anxiété, tout un tas de choses qui font que ça peut être parfaitement... et ça, Tristan Harris l'a bien cartographié. Mais après, c'est les réponses qui sont, je trouve, assez faibles. L'absence de choix, etc. Donc de repartir cette cartographie. Alors... la rétro-ingénierie est intéressante, je montrerai quelques exemples. Je pense qu'il faut sortir du modèle de l'audience et de l'insuffisance de la prise de conscience individuelle. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, à savoir, on ne s'en sortira pas uniquement en proposant aux usagers des tableaux de bord. Donc c'est l'enjeu aujourd'hui dans les téléphones. Vous avez maintenant des petits moniteurs qui vous disent combien de temps vous passez sur chaque application et vous pouvez mettre un temps maximum là-dessus. Donc c'est déjà un bon début, mais il y a une asymétrie évidemment énorme qui fait que ça va peut-être à un moment donné produire du dégoût presque de vous-même, à savoir vous n'allez pas être capable de résister à la tentation de déverrouiller ce temps maximum que vous êtes vous-même fixé, parce que du coup les choses sont trop fortes en amont. Donc il me semble qu'il faut prendre le problème à l'envers et de chercher dans la conception même des interfaces comment produire des choses plus positives plutôt que d'agir en bout de course, un peu comme un bandage sur une jambe de bois. Donc des services conçus pour y passer moins de temps, et peut-être une des solutions pour y arriver, ou une des propositions que je vous fais, c'est d'aligner les promesses et les modèles économiques. À savoir, si on promet de quelque chose, il faut que le modèle économique soit en rapport avec ce qu'on vous promet. Donc on va prendre un exemple les billets de train. Si on prend un voyage SNCF, la promesse, vous allez acheter des billets. Par contre, le modèle économique, c'est pas de vous vendre des billets ou pas seulement, c'est de vous exposer à des offres publicitaires de taxis, d'hôtels ou de billets d'avion. Donc là, on a un décalage entre la promesse du service et le modèle économique. Facebook, la promesse, c'est d'améliorer votre sociabilité, de découvrir des informations. Le modèle économique, de vous exposer à la publicité. Du coup, il y a une contradiction là-dessus. J'adore, je crois avoir lu un chiffre, c'est à peu près $3, je crois, par mois, ce que ça coûterait par rapport au chiffre d'affaires de Facebook, ce que vous devriez payer pour couvrir à peu près tout. C'est à peu près $3. Après, est-ce que les gens seraient prêts à payer à grosse échelle? Voilà, je vous livre ce chiffre-là. Ici, donc c'est déjà une interface déjà ancienne du service. Trendline, j'ai pas l'action chez eux.
ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps, qui du coup a essayé, ou essaye encore, ça peut se discuter, mais du coup d'aligner le modèle économique, de dire ok, on va vendre des billets de train, mais on va faire un site pour lequel les gens vont y passer le moins de temps possible. Donc c'est l'extrême inverse de Facebook ou autre, de dire voilà, en quelques secondes vous pouvez réserver, et le modèle économique c'est vraiment la commission prise sur les billets de vente, c'est pas la publicité, c'est pas la revente des données, c'est uniquement ça. Celui-là aussi que je trouve intéressant, qui était un peu le tout début de ce qu'on appelle la fintech, de techno et les banques, de dire voilà, on va créer une interface de banque la plus simple possible, où on va permettre à la personne de comprendre ce qu'il s'agit dans son interface et de ne pas l'exposer à des espèces de produits dérivés ou de lui faire souscrire un contrat d'assurance vie débile ou autre, de juste lui donner les éléments dont elle a besoin pour comprendre son budget. Voilà, trois questions du coup qui sont pas déjà pour partie mis en scène dans ces exemples. L'insuffisance du facteur temps, là j'étais là-dessus, mais on verra que ça suffit pas. L'idéologie du sans friction, à savoir quand on crée la simplicité, on crée de la complexité ailleurs. Et de sortir de l'homogénéisation des guidelines. Comment on fait pour créer une interface qui soit à la fois si elle est inutilisable, c'est pas la peine, donc qu'on puisse comprendre, et malgré tout qui ne ressemble pas à n'importe quel autre. Ça, il me semble que c'est un enjeu majeur aujourd'hui du design d'interface, cette prise de risque. Conclusion, combien de temps? 10 minutes, ça va? Tranquille, allez. Quelle responsabilité? Qui est responsable? C'est effectivement, ça c'est une question qu'on se pose dans le design. Est-ce qu'il faut que les designers soient plus responsables? Est-ce qu'on les accuse pas à tort et à travers? Ou au contraire, est-ce qu'il faut les fouetter, les brûler sur la place publique? C'est une question qui est difficile à régler, donc je vous livre le débat, voilà, comme ça. Il me semble que oui, ils sont quand même évidemment responsables, ils ne sont pas responsables de rien, mais non, ils ne sont pas responsables de tout. Évidemment, il faut quand même pas minorer la responsabilité principale qui est quand même celle des donneurs d'ordre et des personnes qui les embauchent. Ça n'empêche pas malgré tout que les designers peuvent quand même, dans beaucoup de cas, peut-être mieux faire. Bon, à voir, on pourra en discuter. Alors certaines personnes en viennent à se demander s'il ne faudrait pas un code d'éthique des designers, comme on a le serment d'Hippocrate des médecins. C'est une idée que je trouve intéressante. Je ne sais pas s'il faut aller là-dedans, mais je trouve que c'est quand même intéressant de se poser ce débat-là. Ici, voilà une première esquisse de formulation qui va dans ce sens-là, et de dire il faudrait du coup que les designers s'engagent à respecter cette charte, sinon ils ne pourraient pas se déclarer comme designers. Effectivement, aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas vous improviser médecin, sinon vous faites de l'usurpation de titre et vous avez des conséquences juridiques directes. Et pourtant, n'importe qui peut se dire designer et créer des interfaces qui vont être utilisées par des centaines, des milliers, des millions de gens, sans du coup aucune vergogne en amont. De quoi est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer dans ce genre de démarche? Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais je trouve que la question est quand même intéressante. En fait, je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que c'est très compliqué d'établir dans le cas du design qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Peut-être ça peut être moins bon dans certains contextes, bon dans d'autres. On est quand même dans beaucoup de zones grises qui font que c'est des questions intéressantes à se poser. Maintenant, est-ce qu'il faut le légiférer dans un cadre rigide? Il me semble que ça pourrait peut-être être contre-productif. Voilà, qui va décider? Concrètement, si on dit ok, il faut un permis de design comme un permis de conduire ou un serment d'Hippocrate qu'on doit signer, qui va décider des règles et qui va habiliter les designers à être du bon côté ou du mauvais côté et qui va légiférer? Là, ça pose quand même beaucoup de questions si on essaie d'aller là-dedans. Donc ce code d'éthique, oui, ça peut paraître séduisant, mais dans les faits, je ne sais pas comment c'est applicable. Donc, si vous avez des idées, ça m'intéresse. C'est pour ça que je suis vraiment pas très fan de ce petit collectif, même si ils sont sympathiques, mais de designers éthiques. Voilà, qui décide qu'un designer est éthique ou pas? Sur quels critères? Qui peut donner des leçons? Et puis, quel intérêt ça a de parler de design éthique? Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de design non éthique? Parce qu'après tout, voilà, si on a une vision positive comme moi du design, comme puissance d'ouverture et comme puissance de critique, à vrai dire, le problème, c'est pas le design éthique, c'est le design qui fait de l'anti-design, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter un suffixe un peu débile pour faire de l'éthique washing, quoi. Pardon l'expression, mais je suis un peu pliquage comme j'avance dans le temps. Ça, je vais passer ça plus intéressant. Alors, perspective. J'approche la conclusion. Au risque de me répéter, donc insuffisance des réponses individuelles, de penser donc l'attention non pas comme une gestion des ressources, donc comme une économie,
mais quelque chose de beaucoup plus large, donc un questionnement en termes d'environnement et de milieu, à savoir une attention, voilà, c'est les 7 que j'ai zappés, l'attention qui serait au-delà de la focalisation, quelque chose comme la co-attention, par exemple une salle de cours, comment on est co-attentif ensemble, comment on est attentif à plusieurs. C'est vrai que une des impasses de beaucoup d'applications, c'est que c'est quelque chose de très frontal. Vous avez l'interface et une seule personne, et vous n'avez pas du tout l'environnement autour qui est pris en compte, les autres personnes, etc., etc. Donc il y a beaucoup de strates dans l'attention qui serait intéressante à questionner et à interroger côté conception. En synthèse, en perspective critique, voilà, aussi, il faut aussi un peu se calmer, ne pas pathologiser à outrance les technos, de ne pas tomber dans un vocabulaire alarmiste, d'addiction, voilà, quelque chose de hyper moraliste, parce que du coup, ça va être contre-productif. Alors un vrai problème, une fois qu'on connaît tous les biais, c'est un peu comme la magie, une fois qu'on connaît tous les trucs et astuces, le problème c'est que ça continue à fonctionner. Voilà, les bons tours de magie, même quand on vous l'explique, vous continuez à avoir l'illusion sous les yeux. Donc ça c'est quand même un problème. Donc la prise de conscience ne suffit pas. Ça peut être une étape nécessaire pour faire changer les pratiques, mais ça ne suffit pas à tout résoudre. Donc il faut trouver des choses en amont. La réglementation, j'en ai parlé un peu, ça peut être une piste séduisante. Notamment un des exemples très récents en France, c'est le RGPD sur les données personnelles. La CNIL est beaucoup occupée autour de ça. Mais voilà, comment décider si on va, donc ça marche bien parce que c'est des choses plus factuelles, les données circulent, elles circulent pas, on peut les revendre, on les revend pas. Mais voilà, mais quand vous parlez de design, d'interface, vous avez des choses beaucoup plus fines. Et voilà, est-ce qu'on va devoir faire une loi qui interdit certaines couleurs ou certaines formes? C'est quand même très compliqué, quoi. Là, on parle de choses beaucoup plus subtiles. Et on s'en est rendu compte avec la FING, qu'on a travaillé là-dessus avec des étudiants en design. C'est impossible de faire des bonnes pratiques ou d'avoir des choses très arrêtées quand on parle de ça. Et dernier axe que je vous propose, qui du coup permettrait peut-être d'ailleurs d'en résoudre un certain nombre énoncés juste avant, ce serait du coup, et là c'est malheureusement pas ma spécialité, mais c'est d'aller beaucoup plus loin dans les relations entre design et psychologie, et d'enseigner la psychologie mais d'une approche beaucoup plus ouverte que les neurosciences, qui t'en a tout bouffé aujourd'hui. Si ta Fleur était là, je pense qu'elle serait d'accord. Les neurosciences n'ont pas la vérité sur la psychologie, absolument pas. Il y a beaucoup d'autres approches qui sont absolument passionnantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les neurosciences à la poubelle, mais bon, il faut quand même s'en méfier. Et d'aller beaucoup plus loin, et du coup de permettre aux designers de mieux comprendre, déjà de comprendre tout court, la psychologie des gens, et non pas du sujet universel, fantasmé, qui du coup a toujours la même structure psychique. Voilà, les psychologues, je ne sais plus combien, il y a des structures psychiques différentes, 4 ou 5, je ne sais plus s'il y a des gens dans la salle où vous m'éclairez, moi c'est pas mon domaine. Et en fait on se rend compte que les interfaces sont toujours conçues pour une seule structure psychique, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes. Si vous mettez quelqu'un qui est névrosé face à Tinder, c'est dramatique. Et du coup ce serait quoi? La question est sérieuse. Ce serait quoi? Parce que c'est quand même des audiences énormes, donc est-ce qu'il faut que les névrosés restent célibataires, quoi? Mais ce serait quoi un Tinder qui serait conçu pour des névrosés? Est-ce qu'on pourrait aller jusque là? Et là c'est l'étape, je pense, qu'il nous reste à franchir en tant que designer d'interface. Et moi c'est une question qui m'intéresse sérieusement, c'est de dire, une fois qu'on a fait cette critique, comment on pourrait reconstruire les interfaces avec des théories psychologiques établies de façon beaucoup plus fine, dépasser la critique pour aller vers la proposition concrète et le prototypage de ce type-là. Parce que concrètement, les gens ne perçoivent pas, au sens littéral, les formes de la même façon. Ouais, donc j'ai un ami psychologue, on a commencé à travailler ensemble, il a fait une étude très approfondie de Grindr, le Tinder pour les gays, en montrant du coup tous les aspects psychologiques engagés dans l'interface, et du coup comment on pourrait... et du coup il s'est arrêté à cette prise de conscience, mais il faudrait aller plus loin, et là il faudrait créer presque une équipe spécialisée là-dedans. Je lance l'idée, si des gens s'intéressent... écrivez-moi pour réfléchir à ça, de cyberpsychologie, ou voilà, là vous voyez que c'est bien au-delà de l'UX. Ce que je propose, c'est pas des modes d'emploi, des sens uniques, c'est des choses beaucoup plus ouvertes et critiques. Voilà, de dépasser le sujet et le système universel. Et les templates, tels que Google les propose, ne peuvent pas répondre à ces enjeux psychologiques. Ça marche pas du tout. Voilà, j'arrive à la fin. Voilà, donc c'est compliqué, c'est le titre de bouquin d'Anna Boyd. Ça c'est très compliqué. Donc attention aux réponses établies. Pour l'instant, voilà, on est dans des questionnements. Mais voilà, l'enjeu assez vite, ça va être de passer à des propositions. C'est d'ailleurs là que le design est excitant, c'est de dépasser la critique pour aller vers le prototypage, l'hyperation et la proposition. Voilà, donc juste, je montre un dernier truc. Donc on s'est demandé, voilà, on a travaillé avec des étudiants en design sur certaines applications qu'on a déconstruites et reconstruites,
Par exemple, voilà, un des services assez drôles, en plus là c'est un service d'État, donc on pourrait se dire, quand même quand c'est le service public, on peut faire autrement, parce qu'il y a moins d'enjeux commerciaux. Bah quand même, là Bob l'emploi, donc il y a un service pour aider les chômeurs, on se rend compte qu'en fait on lui répond n'importe quoi et il va toujours nous proposer les mêmes choses. C'est assez drôle du coup. Quel que soit du coup, il va toujours nous dire de revoir notre salaire à la baisse, et que vous soyez médecin au chômage ou ouvrier quelque part. Il y a aussi quelque chose qui était intéressant, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un contrôle parental qui du coup proposait une asymétrie très très forte entre les parents et les enfants. Du coup les parents pouvaient contrôler comme des animaux leurs enfants en leur interdisant à certaines plages horaires telle ou telle application. Et du coup les étudiants en design s'étaient demandé qu'est-ce qui se passerait si du coup on retournait la chose et que les enfants avaient aussi le contrôle sur ce que faisaient les parents. Parce qu'après tout les parents en fait sont surtout flippés d'eux-mêmes et pas trop de ce que peuvent faire leurs enfants, quoi. Enfin ils projettent beaucoup sur leur propre peur. Et qu'est-ce qui se passerait si du coup l'adulte dit ok je t'enlève tant de temps de tel truc, du coup ok, mais c'est à l'inverse, l'enfant pourrait enlever des choses à l'adulte et lui interdire certaines plages horaires, de consulter son téléphone, Facebook ou autre, et donc de remettre de l'équilibre dans la relation parent-enfant afin de créer du dialogue. Qu'est-ce que ça pourrait créer comme expérience? Alors ici on a proposé des scénarios sous forme de dessin, mais ce qui serait bien c'est maintenant d'aller au-delà et de prototyper sous forme de code ces choses-là et de voir si c'est des idées totalement loufoques ou si on peut garder un peu de positif là-dedans. Voilà, c'était ma conclusion. Merci de votre écoute. Et je suis disposé à échanger avec vous. Ou vous pouvez échanger entre vous, d'ailleurs, je vous écoute. Ça peut aussi marcher. Ça marche, ça? Il y a une pause ou pas? Ça marche. Je vais faire le porteur de micro. Merci Anthony pour le côté incisif de la présentation dont on avait besoin, je pense, dans cet univers-là, afin de créer un peu de polémique. Merci pour la présentation. Alors, moi j'ai quelques remarques parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet pendant pas mal d'années et j'ai quelques suggestions, des pistes. Il me semble que tu l'as dit, tu l'assumes, que ton focus est l'interface. Or, le designer dans ces sujets que tu couvres ne peut pas résoudre sa contribution à l'interface. Donc la question qui se pose alors, c'est comment l'utilisateur intervient dans le choix des données à collecter, le choix de la structuration des données, qui ensuite arrive à l'interface, mais qui ensuite, dans la couche du dessus, sont traitées par la question du méta-design, pour l'histoire de la cybernétique, donc la gouvernance et l'éthique. Et donc dire en quelques mots que finalement le designer se restreint aujourd'hui dans un champ d'intervention qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que pour moi, si on intervient que dans le cadre de l'interface, on ne peut pas faire autre chose qu'arriver à écrire sur un paquet de cigarettes que le tabac. En fait, c'est trop tard. Et que l'interface n'est pas le bon endroit pour résoudre ces questions-là. Alors, ça met un peu en difficulté la présentation. Non, je suis d'accord. Je l'expliquerai. Moi, j'ai évoqué, j'étais invité à une conférence de transport d'OTL avec Mario Rosario Taddeo, soi-disant professeur en éthique à Oxford. Moi, je vais présenter un truc. Mais finalement, la question sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'était est-ce qu'on va réussir à gouverner, à réguler la structure de l'éthique? Et puis tout le monde parlait, et c'était leur sujet, et tout le monde prétendait être plus éthique que l'autre. Donc, voilà, ils disaient, nous, on fait ces hyper recherche d'emploi, on a un petit comité éthique, on fait bien notre boulot. Moi, à la table, j'ai dit, mais je suis désolé, j'ai aucune raison de vous faire confiance, en fait, et ça pose la question de la gouvernance. Le design de la gouvernance ne pourrait fonctionner à mon sens que s'il est ouvert et que les tiers, les utilisateurs et d'autres, participent à cette gouvernance. Donc, tout le champ du méta-design, j'ai prototypé un peu cette dernière Sciences Po dans le cadre d'Amazon inversé. En fait, je pense que c'est une des voies possibles. L'autre, c'est de se poser la question, mais dans quelle mesure le designer ne peut pas intervenir dans la structuration des données et dans leur combien usage, parce qu'on prend des sets de données ultra basiques comme un set de météo. Il n'existe pas de traduction universelle d'un set de données météo. Pourquoi? Parce que là, justement, le designer intervient, il dit, mais on traduit pour qui? Parce qu'en Finlande, il y a 13 mots pour la neige. Et donc, si on a une traduction universelle, on va se retrouver avec une icône neige, une icône pluie, une icône beau temps, mais ça ne veut rien dire pour personne. En fait, en Finlande, ça ne sert à rien, et chez nous, pas non plus, en fait. Donc, la question du design, en fait, elle se redistribue sur toute la chaîne de l'usage des données, et l'interface n'est que l'incarnation finale, mais c'est pas du tout le levier principal aujourd'hui, au sens
Je vous en parle en difficulté parce que je suis d'accord en fait. Après, je sais pas si je serais d'accord avec les méta design, mais ça, peu importe, c'est presque anecdotique. Mais évidemment que le designer ne doit pas être resté dans ça, mais le problème, c'est qu'il le fait. Et que du coup, les designers n'a souvent manque de compétences sur le modèle économique, manque de compétences en psychologie, manque de compétences sur la sémantique des données. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est des choses qui sont peu enseignées, mais pour moi, c'est tout à fait crucial. Effectivement, si on s'arrête à l'interface, on est mort. Enfin, on va dire, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Mais du coup, voilà, comment après, ce que vous dites, malheureusement, ne correspond pas au cursus actuel tel que le design est organisé en France. En tout cas, dites-moi ou sinon. Mais il ne me semble pas que les enjeux que vous soulevez soient aujourd'hui en cœur des préoccupations de l'enseignement. Alors bon, là, je fais le focus sur l'enseignement, parce que c'est quand même du coup l'avenir des métiers qui est en jeu. Et du coup, si on reste à cette approche superficielle de l'interface, je ne pense pas non plus qu'il faille l'abandonner, mais il ne faut pas se limiter. Je dirais plutôt que je dirais pas que c'est pas là où ça se passe, mais c'est peut-être pas seulement là, ou pas surtout là où ça se passe. Après, quand même, sur la co-construction, elle est flagrante. Effectivement, j'aurais pu évoquer des démarches plus ouvertes ou de co-conception qui sont super intéressantes. Mais même pour faire de la co-conception, il faut quand même qu'à un moment donné, les personnes puissent avoir des supports visuels ou des choses qui permettent d'extérioriser ou un peu de prothèse, mais de rendre visibles les choses. Après, est-ce qu'une feuille de papier, une interface? Oui, sans doute, d'une certaine façon. Il faut quand même les rendre visibles. Donc, on pourra quand même pas tout à fait s'en passer totalement. Mais évidemment, les démarches design sont beaucoup, beaucoup plus larges que ces interfaces numériques. Je suis tout à fait d'accord. Donc la question que du coup j'ai envie de vous dire, c'est comment on fait du coup pour prendre conscience de ça, pour l'enseigner, voilà. Mais pour moi ça c'est même pas du meta design, c'est du design tout court, hein, mais au sens beaucoup plus ouvert. Mais après bon. Le meta design c'est le champ de la gouvernance des systèmes numériques dans l'histoire des cybernétiques, c'est un espace très c'est un peu rien ce que tu es en train de dire, parce que si méthode, c'est tout ensemble. Alors, je trouve ça très intéressant, enfin, je ne sais pas tout le domaine de l'interface, donc moi déjà, du départ, je découvre. Ce que je trouve intéressant, c'est de dire que le designer doit aller au-delà de la sélection des données et du traitement de ces données, donc c'est intéressant. Le designer, il doit aussi s'intéresser à l'aspect psychologique, donc c'est aussi intéressant. Mais est-ce qu'il y a un moment, après, quand vous travaillez, quand vous parlez de co-design, est-ce que justement, bon, ça ne pêche pas, on dit qu'en fait, c'est le designer qui doit tout faire, il doit traiter les données, il doit organiser les données, il doit être psychologue, et à quel moment est-ce que c'est pas plutôt le designer qui doit travailler avec des gens pour ses compétences? Bon, ça c'est la base du métier, hein. Le designer ne travaille jamais tout seul, de toute façon. Parce que là, dans toute notre fondation, c'est un peu le truc de designer qui se retrouve à être le responsable, et j'ai un peu du mal, du coup, parce que peut-être je ne connais pas le domaine, mais à voir aussi à quel moment est-ce que la situation de deux gens qui pourraient résoudre ces problèmes. Non, mais c'est tout le temps le cas. Évidemment, oui, pardon si j'ai donné cette fausse impression. Évidemment que les designers travaillent tout le temps avec d'autres personnes. Et de toute façon, c'est illusoire de penser qu'une seule personne pourra tout résoudre et ce serait dramatique. Il faut, voilà, surtout qu'on est sur des objets avec beaucoup d'ambition, effectivement, des équipes pluridisciplinaires, mais pas juste dans les champs d'intervention, y compris dans le profil des gens, dans l'âge, dans les champs culturels, dans les classes sociales, sont tout à fait, d'ailleurs, c'est au cœur des IA. Si c'est que des hommes valides blancs qui les conçoivent, on voit bien où ça nous mène, quoi. Donc le designer ne peut pas travailler tout seul et ne doit pas travailler tout seul, ce serait vraiment dramatique. Après, ça dépend des projets, il n'y a pas toujours le budget, le temps, l'envie, parce que dès que vous travaillez à plusieurs, d'autres problèmes se posent. Donc voilà, il y a aussi des gens qui veulent garder le contrôle sur cette phase de conception, mais il me semble qu'elle est plus riche si elle met en jeu plusieurs personnes. Après, comment on fait travailler ces personnes-là ensemble, ça c'est une autre question. Pas pour la caméra, c'est important que ce soit dans le micro ou pas? Ouais, peut-être c'est juste pour la captation vidéo. Si des gens vous regardent en ligne plus tard, il faut qu'ils vous entendent. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez présenté pas mal de cas qui ne sont pas à reproduire ou qui peuvent poser problème, mais est-ce qu'aujourd'hui il existe des expérimentations de design écologique intéressant pour s'inscrire? Question difficile. Question difficile. Effectivement, j'ai beaucoup montré de contre-exemples. Non, mais elle est très très pertinente. Hein.
même dans le libre, on pourrait se dire, ok, dans le libre, on peut faire autre chose. Le problème, même si on prend le libre des médias sociaux comme Mastodon, bah, finalement, copie, dans beaucoup de cas, du coup, je réponds un peu à l'envers, mais vont copier malheureusement des choses propriétaires. Alors que c'est dommage, parce que du coup, comme on est libéré dans le jeu économique, on pourrait tout à fait inventer autre chose. Et on voit même Diaspora, qui est un média social, va copier Facebook. Donc, voilà, moi, je suis vraiment très attaché au logiciel libre, mais voilà, pour moi, ça pourrait venir de là, mais à condition de s'extraire de ces paradigmes et de ne pas refaire les guidelines avec du libre, quoi. Donc, je ne vois pas à l'envers, mais je vois une porte de sortie là-dedans. Après, le problème, c'est que beaucoup de designers, si on prend le cas des logiciels de création, c'est tout à fait autre chose, mais s'investissent peu dans l'élaboration de leurs propres outils. Et ça, c'est quand même un problème. C'est que du coup, quand vous avez 99% de la population qui se dit créative, qui travaille avec les mêmes outils, les 3 mêmes outils, aujourd'hui, si vous prenez le champ de la comptabilité, qui n'est pas réputé pour être créatif, vous avez davantage de diversité logicielle dans la comptabilité que dans le design. Donc ça, vous voyez, je pense que c'est une partie de la réponse aussi. C'est où sont les inventions? Les inventions peuvent aussi être en amont, dans les logiciels, dans les programmes qui nous font créer ces interfaces et aussi tout ce qui dépasse ces interfaces. Donc de remettre de la diversité en amont pourrait peut-être nous aider à remettre de la diversité et de la positivité dans les réponses, ou dans les propositions plutôt. Parce que je ne pense pas que le design soit une réponse. Tu parlais du libre, je prends l'exemple de la suite Frama comparée à Google, qui est relativement plus sobre, qui utilise moins un vocabulaire graphique qui est celui d'Airbnb. Je me demandais justement, voilà, par exemple, ces réseaux sociaux en libre, ils sont plus moches, enfin, en tout cas, ils apparaissent visuellement différents. Est-ce que c'est parce que le libre, les gens qui gardent une maîtrise technique sur ces logiciels qui est supérieure à celle d'un consommateurs, fonctionnaires, utilisateurs sont moins sensibles à cette esthétique qui est un peu celle l'envers du temps. C'est après, on est en train de dériver de débat, mais la question est intéressante. Framasoft, moi c'est dommage, j'adorais l'utiliser en cours, mais je suis désolé, ça marche pas. Voilà, si on pour faire les formulaires, ça marche pas bien. Donc du coup, je suis toujours sur les Google Docs en ligne, à regret, mais c'est beaucoup trop loin en termes d'ergonomie. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il faudrait copier ce que fait Google, mais il y aura d'autres ergonomies efficaces à inventer qui ne seraient pas forcément les mêmes. Mais là, on retombe sur un très vieux débat. C'est la culture de l'ingénieur versus la culture du designer ou développeur-designer. Et les développeurs qui ont la main sur le code ne veulent souvent pas se mélanger avec des designers. J'avais laissé pour le coup au Framasoft des commentaires, certains billets pour dire qu'il fallait inclure. Mais ils ne veulent pas. Et concrètement, là, c'est un rejet, c'est pas trop fort de le dire. Ils ne veulent pas être avec des designers. Donc effectivement, le design, c'est la question d'avant. Il y a besoin d'être avec d'autres personnes, mais il y a aussi des endroits où les designers sont refusés. Et ça, je suis peut-être un peu fort dans les propos, mais tant pis, j'assume. C'est un endroit où le design est rejeté. Donc du coup, on n'avance pas. Et l'ambition de dégoogliser le monde, qui est tout à fait louable, que Framasoft fixe comme objectif, c'est un échec. Voilà. Malheureusement, ça va rester dans un sac très restreint, parce que du coup, on ne va pas pouvoir faire ce saut sur la réflexion sur les pratiques, les usages et tout ce qui dépasse les interfaces, parce que du coup, on va rester dans quelque chose qui va faire que imiter en moins bien, et même en beaucoup moins bien, des choses propriétaires. Donc pour moi, c'est vraiment dommage, l'ambition est géniale, mais les propositions sont très décevantes. Après, ça reste une petite équipe, Framasoft, donc on peut pas, faut aussi être honnête, c'est une association qui a très peu de moyens, etc. Mais je pense pas que les problèmes soient liés qu'à des moyens. Est-ce que ça a du sens de faire 50 répliques d'outils libres? Est-ce que ça aurait pas eu plus de sens d'en faire un seul et de le faire bien? Moi, j'aurais plus pris cette voie-là, personnellement. Est-ce qu'on a besoin de faire toute la suite, Non, on peut créer faisons un bon traitement de texte en ligne, et après on verra la suite. On n'a pas besoin de tout copier. Mais c'est pas trop l'ambiance chez Framasoft. Alors désolé s'il y a des gens de Framasoft dans la salle, mais on pourra en discuter. C'était très intéressant, effectivement. Moi, je ne suis pas du tout designeuse, mais c'est des questions qui m'intéressent. Et du coup, je me demandais, parce que votre vision, en fait, moi j'ai l'impression que votre vision du monde, elle est assez pessimiste quand même. Donc, pour le coup, moi je suis extrêmement inverse, donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu un écart entre nos visions. Mais du coup, je me demandais, vous entendre, en fait, c'est très difficile de sortir de toutes ces situations vraiment problématiques. Et moi, l'idée que j'avais, c'était si on est obligé de copier justement, même que ce soit dans la conception des interfaces ou dans notre façon de penser les interfaces, si on est obligé de copier ces modèles dominants, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec de l'ironie, avec de l'humour? Et en fait, d'une certaine manière, s'en inspirer et s'inspirer de leur efficacité par rapport aux utilisateurs peut-être, mais tout en étant en décalage avec peut-être
une pointe d'ironie qui permettrait aux concepteurs et aussi aux utilisateurs de faire un pas en arrière par rapport à toutes ces pratiques. Ouais, merci, vous avez raison. Non, non, je suis quelqu'un d'optimiste malgré ce que mes propos ce soir ont pu laisser entendre. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il faut l'humour, c'est super important dans la vie, quoi. Mais du coup, ça montre bien. On dit réponse à des besoins, c'est pas très drôle comme formule. Donc je rejoins votre avis. Après, quand vous dites on est obligé de copier des choses dominantes, c'est toute la question. Est-ce qu'on est vraiment obligé? Qui nous oblige? Est-ce qu'on s'oblige pas nous-mêmes? Les pires injonctions, on le sait, c'est celles qu'on se donne à soi-même. Donc non, rien nous y oblige. Je pense il est urgent de sortir de ça, quoi. Mais non, je suis plutôt positif. Je pense que le design dans le passé a déjà su affronter des enjeux économiques majeurs et y répondre avec humour, pertinence ou ce que vous voulez. Il y a bien d'autres exemples. Donc voilà, ici, peut-être qu'à ce moment présent, si on fait une focale, on est peut-être dans une espèce d'impasse, mais non, je pense que des issues positives sont tout à fait possibles et souhaitables. Alors, malgré que j'ai un peu séché sur la réponse d'avant sur les exemples, voilà, ça montre aussi qu'il y a un champ à travailler. Donc finalement que le design doit travailler là-dedans, d'ailleurs pas tout seul, évidemment, avec d'autres disciplines. Et donc il y a des opportunités intéressantes à prendre et des choses intéressantes. Donc, moi je serais optimiste vis-à-vis, même excité par rapport à ce champ de travail, quoi, qui s'ouvre à nous. Donc c'est plutôt pour l'avenir. Parce qu'après, si on est pessimiste, on ne se met à plus rien faire. Non, moi j'ai envie qu'on propose, qu'on invente des choses. Alors moi j'ai une question sur la rétro-conception que vous faites des choses et sur l'usage qui peut dévier par rapport à une intention initiale. J'ai l'impression qu'il y a un risque de tomber dans une espèce de complotiste qui dit qu'on regarde une interface et qu'on regarde comment elle est mal utilisée. Si on regarde quelque chose comme Airbnb, on fait la rétro-conception, on pourrait dire que la personne qui a créé Airbnb, elle l'a fait pour que les ouvriers flambent dans les grandes villes du monde. Alors qu'en fait, l'histoire, si on regarde objectivement ce qu'elle est, elle n'est pas du tout celle-là. Comment est-ce qu'on aborde cette question de l'intention de base qu'on met dans un design et finalement ce qu'il va faire qui est parfois un peu au-delà de ce que nous on peut avoir. Ouais, il faut rester prudent dans les conclusions. Je pense que c'est la démarche de recherche de par des choses trop arrêtées trop vite. Mais si on prend l'exemple de Tinder, c'est aussi de mettre en face le modèle économique. Je l'ai un peu zappé là dans mes slides, mais on peut le reprendre. La promesse de Tinder, c'est quoi? C'est que vous fassiez des rencontres, donc, grosso modo que vous sortez de l'application, c'est quand même mieux. Et pourtant, quand on regarde comment ça marche, toute l'interface est faite pour vous faire revenir dedans. Donc quand vous êtes en train de chatter avec quelqu'un, vous recevez une notification, ça ne vous ramène pas sur le message de la personne et l'espace de discussion, ça vous ramène où? Sur l'espace d'accueil et donc sur le swipe, sur le défilé des profils. Donc autrement dit, l'intention de Tinder, c'est de vous laisser dans un flux permanent de profils, parce que dès lors que vous sortez de l'application, vous n'allez plus payer l'abonnement au service. Donc le modèle économique de Tinder, c'est que vous ne sortiez pas, que vous payiez l'abonnement chaque mois. Donc que vous ne fassiez pas dans le compte définitif qui vous en écarte. Et là, je pense quand même que ça peut se prouver, par exemple, dans ce cas-là, quoi. Là, c'est pas complotiste de dire ça. Il suffit d'observer comment ça marche, de mettre en regard l'interface, le modèle économique et l'intention énoncée dans les publicités. Après, sur les loyers, je pense que là, la chose est beaucoup plus compliquée sur Airbnb. Mais sur Tinder, je pense que l'argument peut s'entendre. Pour revenir à la notion de responsabilité du design qui a été évoquée, juste la CNIL a publié en janvier 2019 quelque chose qui définit que oui, ça doit être fait, c'est son rôle réel de définir la responsabilité du design. Dans la forme des choix, vous voulez dire? Dans le petit livre sur la forme des choix? Ouais, oui, je voulais rajouter dans mes slides, je l'ai oublié, mais vous avez raison de le mentionner. Ouais. Sinon, il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment compris dans la présentation, c'est qu'au départ, on évoque le fait que Xerox, c'est un design pour tous, le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de sites se mettent à ressembler à Airbnb, mais en parallèle de ça, il y a le fait que Netflix propose une interface qui soit individuelle pour chacun des utilisateurs. Vous êtes pour lequel des deux postulats, et ensuite à dire que les notifications viennent briser un continuum, que nous sommes là pour remplir des formulaires les uns après les autres. Ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui on doit céder nos données à ces entreprises? Est-ce qu'on doit être payé pour ça? C'est autre chose. Et qui nous permettrait même d'avoir peut-être en cédant nos données et non en connaissant quels sont nos modes de vie, nos habitudes, nos centres d'intérêt, permettre à des assistants de nous proposer une seule réponse, mais qui soit basée sur les sources auxquelles on fait confiance qu'on a définies en amont, et pas quelque chose qui soit d'ordre et décidé par une grande puissance très grande.
je vous remercie d'avoir pointé les contradictions. Vous avez en même temps donné la réponse, donc c'est parfait. L'enjeu, le problème, c'est pas tant que Netflix par des catégories, une personnalisation, c'est que cette personnalisation, vous n'avez aucun contrôle dessus. Vous ne savez pas comment Netflix vous fiche, si c'est bien ou pas. Et puis ça pose quand même un tas de problèmes. Enfin, si vous êtes catégorisé à votre insu sur des préférences sexuelles, ça commence quand même à poser un certain nombre de problèmes moraux, quoi. À ce moment-là, on peut regarder le dernier épisode de Black Mirror, qui est vraiment interactif, c'est le spectateur de la fin. Mais sinon, il y a des add-ons comme Facility qui permettent de transformer un site internet en fonction de ses spécificités induites par une technologie. L'exemple du documentaire, il est intéressant parce qu'il a permis à Netflix de récolter tout un tas de données sur les préférences des gens et d'adapter les futurs trucs. Donc là, on voit on est toujours dans la symétrie. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le service vous rend autant qu'il vous prend ? Et ça peut être intéressant du coup à développer. De dire, ok, on va peut-être te prendre tes préférences, par contre on va te donner un format structuré de données que tu pourras exporter ailleurs, comprendre et te donner les moyens d'en faire autre chose. Mais ça, il y a quand même assez peu d'exemples qui commencent à faire ça. Peut-être un peu chez Cozy Cloud, de dire, ok, on va faire un cloud, mais où on va garder le contrôle des données, et on va pouvoir faire de l'interopérabilité, passer les données d'un jeu à un autre. Là, peut-être ça va commencer à venir, mais honnêtement, un Netflix qui vous rendrait les données et qui vous permettrait de créer des choses avec, oui, c'est tout à fait passionnant comme piste, mais je ne connais pas d'endroit où c'est actif aujourd'hui. Si vous en connaissez, ça m'intéresse en tout cas. Donc le problème, c'est pas tant la personnalisation, c'est comment elle est faite et qu'est-ce que les personnes peuvent en faire ou en faire autre chose. Donc effectivement, pour moi, le sujet universel et Netflix, c'est presque l'opposé en apparence, mais au final, le même combat. Dans le sens, pour moi, il faut rejeter ces deux approches. Parce que dans les deux cas, ça introduit une asymétrie et un écart entre les concepteurs et les personnes en bout de course, quoi. Et le dernier élément, pour moi, c'est est-ce que c'est vraiment problématique que de plus en plus de sites ressemblent à Airbnb, sachant que ça permet de définir des normes qui rendent ces sites accessibles à des gens, on parle d'accessibilité au numérique pour certains publics. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas indispensable de définir des normes, sachant que créer sa propre identité pour chaque site, est-ce que c'est pas ça vient pas de l'art de faire ça? Parce qu'on n'est pas dans le numérique d'un outil, et donc doit être normé pour être compréhensible par le plus grand nombre de personnes. Alors moi, j'ai jamais cru que le numérique était un outil, pour le dire directement. Effectivement, on peut le dire de façon rapide, mais le numérique, ça peut être un dispositif, au sens d'Agamben, quelque chose qui va contrôler. Mais dès lors que vous êtes designer ou artiste, vous ne pouvez pas prendre la technologie comme un outil. C'est pas possible. La technique n'est pas un moyen de créer une œuvre d'art. La technique est précisément l'objet de l'œuvre d'art ou de la création. La technique en elle-même. Et donc le design, dès lors qu'il a rapport à l'art historiquement, il faut remonter à la Renaissance. Si vous en faites un moyen, vous faites fausse course. Après, je peux vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas des restaurants qui ont un seul plat, où on définit une moyenne nutritive et que ce soit le même pour tout le monde? Après tout, ça pourrait être bien, on va réduire l'obésité. Pour moi, c'est le même problème. Si vous avez un site qui a la même police partout, déjà, ça ne marchera pas. Mauvaise nouvelle, les polices pour les sexy, ça marche pas bien, parce qu'il y a des multiples formes de sexy. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas créer une interface la même pour tout le monde, ça ne pourra jamais fonctionner. Le graphisme universel, les pictogrammes universels, ça ne fonctionne pas, ça se prouve facilement. Ce serait de toute façon impossible. Donc est-ce qu'il faut aller là-dedans? Non. On peut très bien avoir des choses accessibles, compréhensibles, sans que ce soit toujours la même chose. Vous pouvez très bien d'un livre à l'autre avoir une lecture confortable sans que ce soit la même police. Donc pourquoi sur les écrans il s'agirait de la même chose? Sinon, mettez tout en Arial, mais attention au problème. Ça ne marchera pas bien. Avec ça, vous êtes dans le mur. La question, c'est plutôt jusqu'à où vous permettez aux personnes de régler leur interface. Ou en tout cas, même les choses au-delà de l'interface. Et qui décide de ces réglages-là? Qui décide du paramétrage des choses? Ça, c'est une question qui me semble plus intéressante que de chercher une réponse unique. Est-ce que vous permettez aux personnes dyslexiques de pouvoir non pas seulement changer la police, mais de redessiner les contours, les sérifs, les contrastes, etc. Quel site propose ça aujourd'hui? Moi, j'en connais pas. Pourtant, c'est possible techniquement, avec ce qu'on appelle les fonds de variables. C'est des polices où vous n'avez pas uniquement le gras, le régular, vous pouvez avoir une infinité de déclinaisons dans tous les axes. Et ça pourrait très très facilement être mis en œuvre dans des problématiques d'accessibilité. Mais du coup, ça nécessite une expertise technique sur le dessin des lettres et de dire que du coup, on peut faire du design en passant sous silence sa dimension artistique. Bon courage pour faire des choses humainement soutenables. Si vous rejetez la part artistique du design, là il me semble en tout cas moi j'irais vraiment pas dans cette direction là en tant que designer, mais en tant qu'être humain même, et de dire ça c'est artistique, ça c'est du design, me semble-t-il ce débat là je serais très très prudent dans ce débat là, quoi. Et souvent quand on dit c'est artistique, c'est pour disqualifier des pratiques en plus, ça joue souvent négativement, quoi. Mais enlever l'art à l'existence humaine, je sais pas ce qui va rester. Une dernière question.
merci pour la conférence. Vous avez fait un cadrage économique au début, que vous avez finalement conclu avec une proposition de la psychologie. Et ça me fait assez peur la confiance qu'il peut avoir dans la psychologie tant qu'on n'a pas réutilisé l'économie. Et du coup, parce que la psychologie, j'avais largement utilisé dans le design, à très mauvais pied, puisque c'est un centre de l'économie qu'on connaît. Donc du coup, est-ce qu'on peut proposer la question de la psychologie, de l'intégration psychologique, sans poser en dynamique aussi la question de l'économie? Non, on peut pas. Non, on peut pas. Bien sûr que non, qu'on peut pas. Non, il faut aussi absolument des cours d'économie à l'école de design. Et là, vous allez tomber sur quelque chose qui est peut-être encore plus néant que la psychologie pour le coup. Honnêtement, regardez en école d'art, il n'y a aucune heure d'économisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre aux gens à faire des factures. Enfin, ça peut être intéressant pour leur petit statut. Mais moi, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Il faut absolument enseigner les différentes théories économiques, leurs contradictions, les principaux auteurs et tout, quoi. Même ça, c'est fondamental. Sinon, évidemment, on va dans le mur, quoi. Mais d'ailleurs, on y est. Non, mais après, ça ne veut pas dire qu'on va y rester. Donc, je suis quand même optimiste, mais... Mais non, mais c'est quand même un vrai problème. Enfin, le design qui est depuis ses débuts hanté par le capitalisme, on crée des cursus entiers où on ne parle pas du tout d'économie. Et on ne sait pas ce que le capitalisme, d'où ça vient historiquement. Comment vous voulez, après, qu'on ait des reculs critiques intéressants? Ça ne peut pas marcher. C'est juste du bon sens, en fait. Bon, on reste sur le bon sens. Merci beaucoup à tous. Il y aura un prochain cours dans un mois, la date exacte, le 12 juin, merci Diana, qui sera sur le lien Zen Whisker et l'environnement. On vous informera bien sûr de l'intervenant quand on aura totalement finalisé son intervention. Et je vous dis bonne soirée et à très bientôt.